Bonjour à tous, je vais repositionner cette question des seniors et des salariés expérimentés dans le contexte plus vaste des dépenses sociales et de la soutenabilité des dépenses sociales. Quand on compare le niveau des dépenses sociales exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, quand on fait cette comparaison entre les pays européens, ce que l'on constate tout de suite, c'est que la France est le pays dans lequel les dépenses sociales représentent la plus grande proportion du produit intérieur brut, un petit peu plus de 32. C'est quelque chose de considérable. Et évidemment, ça signifie que ces dépenses, euh, par leur financement, contraignent plus qu'ailleurs l'ambition de toutes les autres politiques économiques, qu'elles soient politiques de santé, de défense, d'éducation, etc. Les dépenses sociales ont fortement évolué, comme vous le voyez sur ce graphique, depuis la fin des années 50. Exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, elles ont doublé. On est passé d'à peu près 15% aux 32% que j'évoquais précédemment. Et ce que montre aussi ce graphique, c'est que les deux principaux postes des dépenses sociales sont d'une part les dépenses de santé et d'autre part les dépenses de retraite. Le constat que je viens de faire pour les dépenses sociales est tout à fait le même pour les simples dépenses de retraite, si j'ose dire. Vous voyez que exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, elles représentent environ 14% du PIB en France. Il n'y a que dans le panel de pays pour lesquels le Conseil d'orientation des retraites propose une comparaison fine, il n'y a que l'Italie qui soit au-dessus, à environ 17%. Tous les autres pays sont largement en dessous de la France. Donc même constat pour le poste de retraite que pour l'ensemble des dépenses sociales. Et pourtant, l'étonnement vient du fait que quand on fait la même comparaison maintenant de l'ensemble des dépenses sociales, mais exprimée cette fois-ci en dépenses par habitant, on voit que la France est tout à fait comparable aux autres pays. Le niveau des dépenses sociales par habitant est en France à peu près le même qu'en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, etc., en Finlande et autres. Le constat est le même pour les seules dépenses de retraite. Exprimées en dépenses par habitant, nous sommes tout à fait comparables en France à ce que l'on observe dans d'autres pays européens comme Belgique, Suède, Allemagne, Pays-Bas, etc. Et donc, quand on fait ce constat, on est face à un paradoxe. La France est un pays qui dépense beaucoup en dépenses sociales et en retraite, quand on exprime ces dépenses en pourcentage du produit intérieur brut, mais quand on les exprime en euros par habitant, eh bien, la France est tout à fait comparable aux autres pays. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Eh bien, ce paradoxe s'explique très simplement. La France a, comparé aux autres pays avancés du continent européen, un faible produit intérieur brut par habitant. Dit autrement, parmi les pays riches, ou le club des pays riches, la France est un pays pauvre. Et vous voyez cela sur ce graphique. Excusez-moi, ce graphique est d'une grande complexité. Les losanges noirs correspondent au niveau du produit intérieur brut par habitant comparé aux États-Unis. Les États-Unis correspondent à la ligne 0. Et vous voyez que la France a un produit intérieur brut par habitant inférieur de plus de 30% aux États-Unis, quand d'autres pays comme l'Allemagne sont plus près des États-Unis, moins 18% pour l'Allemagne et moins 9% pour les Pays-Bas. Si on se compare aux seuls Pays-Bas, bien en fait, on est environ 22% en dessous, ce qui signifie que les Pays-Bas sont 25% au-dessus de la France en termes de produit intérieur brut par habitant, l'Allemagne étant 15 à 20% au-dessus de nous. Ce qui renforce l'appréciation, le jugement que la France, dans le club des pays riches, est un pays pauvre. Les zones de couleur ici vous expliquent d'où vient l'écart de produit intérieur brut par habitant comparé aux États-Unis. Et on ne va pas se comparer aux États-Unis, on va se comparer aux pays les plus proches de nous, aux pays européens,
comparons-nous par exemple aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, vous voyez que l'écart par rapport aux Pays-Bas ou à l'Allemagne s'explique principalement par la zone orange, et la zone orange correspond au taux d'emploi, employment rate ici. Ça veut dire qu'on a un faible produit intérieur brut par habitant, principalement parce que le taux d'emploi en France est faible comparé à celui des pays nordiques, scandinaves, Allemagne, Pays-Bas. Et cet écart, vous voyez, en termes de taux d'emploi est bien représenté par ce graphique. Vous voyez que le taux d'emploi en France est à peu près 69% en 2024. Le taux d'emploi, je le rappelle, c'est dans la population âgée de 15 à 64 ans, la proportion de personnes en emploi. Donc on est en France à environ 69%, quand l'Allemagne est à 77% et les Pays-Bas à 82%. Un écart considérable. Et cet écart est en fait cristallisé sur trois populations: les peu qualifiés, les jeunes et les seniors. Et bien sûr, c'est la population senior qui fera l'objet de la plus grande attention dans la suite de mon propos. Alors, du côté des peu qualifiés, rapidement, vous voyez que quand on regarde le taux d'emploi pour les personnes âgées de 20 à 64 ans, de celles qui sont sans diplôme ou avec le plus faible niveau d'enseignement, la France, ici représentée par la ligne continue rouge, est l'un des pays les plus bas comparé aux autres pays. L'écart est considérable si vous voyez, si vous regardez l'échelle verticale ici tout à fait à gauche. C'est quelque chose de considérable. On est à environ 20 points en dessous d'un pays, par exemple, comme les Pays-Bas. Du côté des jeunes, le constat est le même. On est très largement en dessous en termes de taux d'emploi, du taux d'emploi des jeunes. Et du côté des jeunes, vous voyez comment dirais-je, en rouge, la barre rouge qui correspond à la France, montre que le taux d'emploi en France est, comparé aux autres pays ici de l'OCDE, très inférieur à ce qu'on observe dans les pays nordiques, scandinaves, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Alors, pour la population senior, il faut maintenant regarder les choses d'un petit peu plus près. Quand on regarde dans la population senior, la population âgée de 55 à 59 ans, la France est bien située. Ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. On était très, très inférieur à ce qu'on observait dans les pays nordiques, scandinaves, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais maintenant, suite aux nombreuses réformes qui ont été mises en œuvre en France, dont la réforme Woerth, par exemple, en 2010, allongeant l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, eh bien, par effet horizon, la population âgée de 55 à 59 ans a connu une très forte augmentation de son taux d'emploi. Et maintenant, on est dans le peloton, si j'ose dire, des pays de l'OCDE. Par contre, pour la population âgée de 60 à 64 ans, vous voyez ici qu'on est l'un des pays dans lequel le taux d'emploi est le plus faible. Et bien sûr, cette population est la population cible des réformes récentes et des retraites, et en particulier de la réforme Borne d'avril 2023. Nous sommes très très en dessous de ce qu'on observe dans les pays nordiques, scandinaves, en Allemagne et aux Pays-Bas. De même, pour la population âgée de 65 à 69 ans, on est très très inférieur à ce qu'on observe dans les autres pays de l'OCDE, et en particulier, encore une fois, dans les pays nordiques, scandinaves, en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors, en France, on se gargarise parfois du constat que le taux d'emploi est actuellement très supérieur à tout ce que l'on a pu observer depuis le milieu des années 70, date à laquelle l'INSEE nous propose une mesure assez précise de la chose. C'est ce que vous voyez dans la ligne noire qui est représentée sur ce graphique. On est au-dessus, en termes de taux d'emploi, aujourd'hui, de ce qu'on observait dans la première partie des années 70. Mais en fait, il n'y a pas lieu de se gargariser de ce constat. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que du côté des hommes, on reste très très largement en dessous, une dizaine de points en dessous en termes de taux d'emploi de ce qu'on observait au début des années 70.
Et la hausse du taux d'emploi moyen s'explique uniquement par la hausse du taux d'emploi des femmes, la courbe verte ici sur ce graphique, qui est à 15 points au-dessus de ce que l'on observait au début des années 70. Donc l'aspiration des femmes à l'indépendance financière, à l'autonomie, eh bien, est la source principale de l'augmentation du taux d'emploi moyen, mais beaucoup de choses encore sont à faire du côté de la population masculine. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que permettrait globalement le rattrapage d'un niveau de taux d'emploi comme celui des Pays-Bas. Donc je rappelle, en France, le taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans est de 69% quand c'est 82% aux Pays-Bas. Si on pouvait passer d'un coup de baguette magique en France de notre situation actuelle de nos 69% aux 82% observés aux Pays-Bas, ça signifierait une augmentation de 13 points de pourcentage du taux d'emploi. Cette augmentation de 13 points de pourcentage du taux d'emploi correspondrait à une augmentation de l'emploi de 20%. Même en supposant que ces nouvelles personnes en emploi seraient moitié moins productives que la population actuellement en emploi, parce qu'il y aurait plus de temps partiel, parce qu'il y aurait plus de peu qualifiés en emploi, eh bien, même en supposant cela, cette augmentation de 20% de l'emploi correspondrait à une augmentation de 10% du produit intérieur brut. Et avec le taux de prélèvement obligatoire d'environ 45% que nous connaissons en France, et un produit intérieur brut à 3 000 milliards d'euros environ, ça correspondrait à un retour sur les finances publiques d'environ 140 milliards d'euros par an. Quelque chose de considérable pour vous donner un ordre de grandeur, 140 milliards d'euros par an, c'est à peu près la somme des deux plus gros budgets de l'État, éducation nationale et défense. Et bien sûr, nos difficultés de finances publiques, par ce coup de baguette magique, seraient derrière nous. On pourrait, avec cela, financer simultanément la transition climatique, le vieillissement de la population, les réformes structurelles, par exemple dans l'éducation nationale, du désendettement public et même, sans doute, un peu de pouvoir d'achat. L'enjeu, donc, de la hausse des taux d'emploi, dont le taux d'emploi des seniors, est ici. Alors, bien sûr, les pouvoirs publics sont très sensibles à cette question du taux d'emploi et du taux d'emploi des seniors. C'est pour ça qu'ils ont appelé à une négociation interprofessionnelle qui a abouti à un accord national interprofessionnel signé, cet accord cette année, le 14 novembre 2024 sur l'emploi des seniors, signé par les 3 organisations patronales représentatives au niveau interprofessionnel et par 4 des 5 organisations de salariés représentatives au niveau interprofessionnel, la CGT, n'ayant, comme il est d'usage, pas signé cette ANI. Alors, je ne vais pas détailler cette année puisque Emmanuel reviendra dessus. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que dans cette année, l'approche est principalement, essentiellement procédurale et institutionnelle. Par exemple, par une augmentation dans une liste qui est déjà très très longue, eh bien une augmentation, une obligation de négocier supplémentaire en France, obligation de négocier dans les branches et dans les entreprises de plus de 300 salariés, la question de l'emploi des seniors. Vous voyez, en France, on répond souvent à des vrais problèmes par des obligations procédurales, institutionnelles, de négocier en particulier pour les partenaires sociaux. Ce qui n'est pas le cas hein, dans d'autres pays, c'est les partenaires sociaux qui, dans chaque branche, décident de leur carnet de négociation. Donc, cette approche est essentiellement procédurale, institutionnelle. Ça illustre une situation très française, hein, une crise de la démocratie sociale en France, où cette démocratie sociale est organisée par des obligations imposées de façon réglementaire et non pas décidées dans les branches par les partenaires sociaux. Et puis, ce qu'on peut observer, qui paraît assez important, c'est que cette année prend essentiellement en compte la demande de travail des entreprises, la demande de travail en senior, bien sûr, des entreprises,
et parle très peu de l'offre de travail des personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'offre de travail des personnes? Bah, ça veut dire essayer d'agir sur les effets horizon pour que les salariés continuent à maintenir, voire à augmenter leur employabilité avec l'âge et dans l'approche des 60 ans ou des 65 ans. Et puis ça veut dire aussi le développement des incitations financières pour que les salariés, les travailleurs, trouvent un intérêt fort à prolonger leur période d'activité et un désintérêt financier fort à se retirer de l'activité de façon précoce. Sur ce point-là, Didier Blanchet et moi-même venons de publier un article dans Economics Letters qui montre d'ailleurs que ces incitations financières, pour être neutres sur le plan actuariel, pourraient être considérable, hein, de l'ordre de 12% par année supplémentaire ou par année, au contraire, en moins d'activité pour les salariés concernés. Alors, face à toutes ces problématiques, pour assurer la soutenabilité de nos dépenses sociales, dont nos dépenses de retraite, il n'y a que trois stratégies qui sont envisageables, ces trois stratégies n'étant pas exclusives les unes des autres. Première stratégie, évidemment, bah, réduire les dépenses sociales, euh, les dépenses globalement, les dépenses publiques, mais les dépenses sociales en particulier. C'est évidemment un choix douloureux parce que ça amènerait dans le domaine social à renoncer à certains volets du modèle social français. Deuxième stratégie possible, augmenter la taxation. On sait bien faire en France. On est même assez champion dans ce domaine-là, puisque le taux de prélèvement en France, exprimé en point de produit intérieur brut, est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Vous savez que c'est dans le débat, bien sûr, des discussions budgétaires qui commencent à s'engager en France. Le problème, c'est qu'on est déjà haut, et puis l'augmentation de la taxation ne laisse pas l'activité identique, enfin, sans être impactée. Il y a toujours des effets d'offre négatifs à l'augmentation de la taxation. Ça abaisserait encore davantage notre niveau de produit intérieur brut par habitant comparé à celui des autres pays les plus avancés. Donc ça augmenterait notre situation de pauvreté relative. Et la troisième stratégie, eh bien, c'est d'essayer de devenir un pays riche dans le club des pays riches et non pas de rester un pays pauvre dans le club des pays riches. Et ça signifie d'augmenter le produit intérieur brut par habitant de la France relativement aux autres pays. Et pour cela, augmenter la quantité de travail et en premier lieu, augmenter les taux d'emploi, dont le taux d'emploi des seniors. Alors, il est clair que la troisième stratégie, qui implique de poursuivre et d'amplifier les réformes qui sont en cours, dont des réformes comme la réforme des retraites, mais l'augmentation du taux d'emploi des seniors passe pas uniquement par l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits. Beaucoup d'autres stratégies sont envisageables pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Néanmoins, cette stratégie, c'est une stratégie de moyen et long terme. On n'augmente pas le taux d'emploi du jour au lendemain pour les seniors comme pour les autres catégories de personnes de 15 à 64 ans. Ce qui signifie que à court terme, les deux autres stratégies devront être mobilisées, les deux autres stratégies, à savoir une maîtrise des dépenses et des dépenses sociales en particulier, et dans les dépenses sociales, entre autres, les dépenses de retraite, et par ailleurs une augmentation dans une certaine mesure de la taxation. On n'échappera pas à ce choix douloureux, même si on privilégie dans le moyen et long terme la stratégie de l'augmentation des taux d'emploi des trois populations où on est bas, les peu qualifiés, les jeunes et les seniors, et du côté des seniors, bien sûr, par la poursuite et l'amplification de réformes comme la réforme des retraites. Merci Gilbert pour cette mise en valeur des enjeux cruciaux qui sont les nôtres. Alors la question qui peut se poser, c'est de savoir si cette ANI qui a été conclue entre les partenaires sociaux l'année dernière et qui vient d'être transposée dans la loi, même si on attend incessamment sa promulgation, répond aux enjeux, puisque on voit bien que la problématique de notre pays, c'est notamment ce taux d'emploi des seniors qui est trop faible. Alors, on parlera indifféremment des seniors ou de salariés expérimentés. Il n'y a pas de
de termes péjoratifs dans nos propos. Et c'est là où on peut être interpellé par la réponse qui est apportée par les partenaires sociaux et par ricochet par le Parlement sur ce sujet de l'emploi des salariés expérimentés. Alors, mon propos va non pas être d'aborder intégralement cette ANI et la transposition de la loi, mais uniquement de faire un focus et de cibler les thématiques qui relèvent des branches, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Donc, s'agissant des branches, 3 points fondamentaux peuvent être soulignés dans le cadre de ce nouveau dispositif. Premier point, un renforcement du dialogue social. On verra, et Gilbert en a dit un mot tout à l'heure, qui prend la voie d'une obligation de négocier, d'un nouveau thème obligatoire de négociation au niveau des branches et des entreprises, mais je n'évoquerai pas ce second volet. Il y a également quelques mots à dire sur la création d'un nouveau CVI, dit de valorisation de l'expérience, le CVE, comme si le pays n'était pas suffisamment doté en contrats, vendanges et autres. Donc, nouveau CDI, dont je dirais également quelques mots. Et enfin, dernier point qui est abordé dans cette ANI et qui touche les branches, c'est l'aménagement de fin de carrière. Donc, j'insiste, hein, cette ANI et la loi de transposition aborde également d'autres thématiques, notamment l'entretien de mi-carrière et d'autres dispositifs, mais que je n'évoquerai pas aujourd'hui, compte tenu du fait que la branche n'a pas nécessairement son mot à dire. En tout cas, ce ne sont pas les sujets principaux qui lui sont dévolus. Alors, premier élément, renforcement du dialogue social dans les branches. On peut être, c'est vrai, un peu surpris après les enjeux qui viennent d'être exposés et dont tout le monde partage le diagnostic, puisque tout le monde, au niveau des partenaires sociaux, connaissent beaucoup de fond. Fermez votre micro, vient notre intervention. Merci. Quand on connaît ces enjeux, répondre, premier élément, par une simple obligation de négociation peut paraître insuffisant, puisque cette obligation de négociation, même si elle rentre dans un dispositif d'ordre public, puisque ça sera une obligation de négocier pour les branches et non pas une faculté, reste qu'une obligation de négociation. Il n'y a aucune obligation, comme dans toute négociation, de conclure. Et donc, on peut, en théorie, parfaitement imaginer qu'en dépit de l'ouverture d'une négociation au niveau des branches, on ne parvienne pas à conclure et à signer un accord de branche sur ce thème. Autre réflexion qui interpelle lorsqu'on regarde le texte nouveau, c'est le contenu de cette thématique obligatoire, alors qu'il y aura une périodicité en 2 temps, si je puis dire. À défaut d'accord d'adaptation, donc à titre supplétif, l'obligation de négocier interviendra par roulement triennal. Cette obligation s'impose aux branches tous les 3 ans, après établissement d'un diagnostic. Donc la question qui se posera, c'est qui établit ce diagnostic et à partir de quelle source de données, puisque c'est vrai que les branches sont quand même relativement dépourvues. Il n'y a pas souvent au niveau des entreprises de remontée des sources et des données, et sera déjà un premier enjeu pour les branches de pouvoir diagnostiquer, c'est-à-dire recueillir l'ensemble des sources des entreprises du champ d'application de la branche pour pouvoir les traiter, rédiger un rapport, puisque c'est ça que signifie concrètement le diagnostic, à partager au niveau des partenaires sociaux. Avec un contenu alors, qui sera supplétif, mais qui est imposé à défaut d'accord d'adaptation par la loi, dont on voit la thématique, donc le recrutement des salariés expérimentés, le maintien dans l'emploi, l'aménagement des fins de carrière, on va y venir dans un troisième temps avec la retraite progressive et le temps partiel, et la transmission des savoirs et des compétences. Donc, quand vous regardez ces thèmes imposés, rien de nouveau. Ce sont des choses qui existent déjà, dont les partenaires sociaux se sont emparés depuis des années et qui existaient déjà il y a même une quinzaine d'années lorsqu'il y avait notamment, souvenez-vous-en, le dispositif du contrat de génération
qui, même s'il était différent dans son approche, comportait un substrat, une substance relativement identique et similaire à celle qui est aujourd'hui. Donc, pas une imagination débordante dans la thématique des partenaires sociaux sur le contenu de cette négociation, avec également une possibilité d'aborder d'autres thèmes, le développement des compétences et l'accès à la formation, mais il existe déjà une obligation de formation professionnelle au niveau des branches. D'ailleurs, c'était un des rares cas où était évoqué notamment le sujet des salariés de 55 ans et plus, les effets des transformations technologiques et environnementales, les modalités de management du personnel. On peut s'interroger sur ce que se recouvre cette thématique, en tout cas son déploiement au niveau d'une branche. On le comprendre au niveau des entreprises, mais au niveau d'une branche, on peut s'interroger sur quel thème va pouvoir être mis en place et l'organisation des conditions de travail, mais ça c'est un sujet récurrent. L'aménagement des temps de travail, d'ailleurs, est un des thèmes de négociation les plus saillants, et c'est le premier thème de négociation en France, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des branches. Donc, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme premier élément d'analyse? C'est qu'on est sur une démarche relativement légère, peu engageante pour les branches et encore moins engageante pour les entreprises, parce que par un accord d'adaptation, c'est ce que prévoit l'ANI et la loi de transposition, les branches peuvent décider de, j'allais dire, déroger, en tout cas de statuer autrement par rapport à ce contenu supplétif. Donc déjà, elles peuvent prévoir une périodicité différente de négociation. Au lieu d'avoir une négociation triennale, la négociation au niveau des branches peut intervenir tous les 4 ans. Et on peut avoir également un contenu différent par rapport à celui que j'ai exposé tout à l'heure, le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'aménagement des fins de carrière, l'aménagement, la transmission des savoirs. On peut imaginer, par exemple, que la branche n'aborde absolument pas le recrutement, mais uniquement le maintien dans l'emploi. Donc, si les branches s'emparent de ce dispositif d'accord de branche d'adaptation, on est non seulement qu'il y ait une forme, quelque part, d'accord de méthode, préalable à la négociation, on est encore dans un système qui allège beaucoup plus ce contenu de négociation, qui est déjà pas extrêmement contraignant, pas extrêmement lourd, mais qui, au regard des enjeux qui viennent d'être posés par Gilbert, ne semble pas du tout répondre à l'approche qui est démographique, puisque c'est d'abord aussi un problème de démographie. On a quand même un double effet, c'est que non seulement nous avons des seniors qui ne sont pas suffisamment en emploi, mais nous avons de plus en plus de seniors par l'inversion de la pyramide des âges, et qui fait que ça pose les problématiques ensuite économiques et financières que Gilbert a exposées précédemment. Donc un contenu réellement assez vague, assez imprécis. On verra comment les branches peuvent s'en emparer. Alors l'avantage, c'est que ça laisse un champ de manœuvre et un champ libre dans la négociation, mais tout l'enjeu va être de savoir si, comme le disait tout à l'heure Gilbert, si les branches vont en faire une simple obligation formelle, administrative, nous ouvrons une négociation et nous concluons un accord de branche parce que nous devons le faire, ou si il y aura une véritable réponse à l'enjeu démographique qui peut se poser, et notamment avec toutes les thématiques et les incidences qui ont été énoncées précédemment. Dernier point dans ce renforcement du dialogue social, puisque c'est aussi une thématique qui est un peu récurrente au niveau des branches, on l'a vu notamment sur l'épargne salariale, mais pas que. Les branches auront la possibilité, ce n'est pas non plus une obligation, donc encore une fois une illustration du caractère non contraignant du dispositif, auront la possibilité d'élaborer un plan d'action type pour les entreprises de moins de 300 salariés qui ne sont pas concernées par cette obligation de négociation, puisque cette obligation de négociation vise les branches d'une part et les entreprises de plus de 300 que je n'évoquerai pas. Donc les entreprises de moins de 300, pas d'obligation de négocier. Cependant, si les entreprises de moins de 300 néanmoins s'aventuraient, c'est ce à quoi on peut les inciter, volontairement à négocier sur le champ, eh bien, à défaut d'accord conclu ou en cas d'échec de négociation au niveau de ce type d'entreprise, elles pourraient prendre une décision unilatérale après information, consultation de leur CSE, puis information par tout moyen de leur personnel, pour décliner le plan d'action type qui serait mis en place
au niveau des branches. Mais là aussi, on peut s'interroger, puisque l'expérience, on sait qu'il y a une certaine frilosité des branches lorsqu'on est sur ce plan d'action type, à vouloir engager les entreprises. Donc, on peut non pas suspecter, puisque le terme serait négatif, mais peut-être pressentir le fait que ce type de contenu laissera également un champ assez large aux entreprises pour le déployer ou pas. D'autant plus que si on intervenait un peu dans le détail du droit, cette thématique de négociation qui est nouvelle fait partie de ce qu'on appelle parmi les praticiens du bloc 3. Vous savez qu'il y a 3 blocs de négociation dans l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise. Et le bloc 3, c'est, à l'exception des blocs 1 et 2, tout le champ des négociations dans lequel les stipulations d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe priment et prévalent sur les stipulations d'un accord de branche. Donc, on peut même imaginer que, en présence de stipulations d'un accord de branche, des stipulations d'un accord d'entreprise d'une entreprise de plus de 300 ou même d'une entreprise de moins de 300, de toute façon, primeront et prévaudront sur celles de l'accord de branche. Donc, il n'y a même pas en plus d'articulation resserrée au niveau de la branche sur ce que les entreprises pourraient faire. Les entreprises pourraient parfaitement imaginer, quelque part, de se sortir de ce système plus ou moins contraignant que les branches mettraient en place par le jeu du bloc de négociation numéro 3. Donc, on est vraiment assez interpellé par le caractère, quelque part, de non-réponse que constitue cet accord national interprofessionnel et cette loi de transposition par rapport aux enjeux qui ont été. On continue de faire comme on dit dans les récréations, pour de vrai ou pour de faux. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne passe pas à la vitesse supérieure et on ne rentre pas dans un système beaucoup plus contraignant, ni pour les branches, ni pour les entreprises. Deuxième thématique à aborder, et qui est donc un nouvel objet identifié dans notre paysage juridique, c'est la création d'un nouveau CDI, le contrat de valorisation de l'expérience, le CVE, qui est mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Alors là aussi, ce n'est pas une création ad hoc, puisqu'il existait déjà des précédents, notamment le CDD senior, qui, on peut le dire, n'a pas connu un franc succès. Et donc, ce dispositif vient sensiblement changer la donne. On n'est pas sur un CD, on est sur un CDI, et sur un CDI qui va remplir ou qui devra connaître certaines conditions. Donc, l'éligibilité du personnel va concerner les demandeurs d'emploi, donc inscrits à France Travail, de 60 ans et plus. Donc, on est vraiment sur un ciblage sectoriel très particulier, je veux dire le haut du spectre, hein, puisque tout à l'heure on évoquait que le taux d'emploi des 60 ans et plus était le plus faible dans les différents organigrammes présentés. Et parmi d'autres conditions, un accord de branche, alors étendu, mais un accord de branche pourrait parfaitement élargir le champ d'application de ce dispositif légal pour les demandeurs d'emploi de 57 ans et plus. Donc là aussi, un élément intéressant dont les branches devraient se saisir, c'est est-ce qu'on élargit ou pas, on abaisse ou pas l'âge d'éligibilité à ce dispositif. Donc, ça concernera toujours des personnes inscrites à France Travail, mais qui pourraient rentrer dans ce contrat qui, à défaut de disposition d'accord de branche, on ne peut pas intervenir au niveau de l'entreprise. C'est uniquement la branche qui a le monopole de cet élargissement pour abaisser cet âge. Et la branche devrait d'ailleurs également préciser, en contrepartie de cet abaissement de l'âge, quelles seraient les missions, les champs, les attentes, les conditions d'emploi attendues des entreprises pour pouvoir recourir à ce CVE lorsque nous sommes dans un abaissement de l'âge dans le cadre de ce nouveau contrat. Alors, l'avantage ou le mécanisme, hein, qui est d'ailleurs assez intelligent à souligner de ce nouveau contrat, c'est un CDI, mais à un horizon CDD. C'est un peu un mixte des deux, puisque
la logique de l'embauche, c'est d'embaucher donc un salarié senior 60 ans ou 57 ans et plus en demandeur d'emploi, mais à un horizon de retraite qui sera le sien, puisque le salarié se verra remettre une obligation, ce n'est pas une faculté, mais il devra, en vue de son recrutement, donc dans le processus de candidature, remettre au futur employeur un document établi par l'assurance retraite, par l'ARCARSAT, indiquant quelle serait la date prévisionnelle d'atteinte de l'âge et surtout des trimestres d'assurance pour liquider à taux plein et non pas à taux réduit sa retraite. Donc la logique, c'est de dire pour l'entreprise, j'embauche en CDI, mais quelque part pour un horizon limité, puisque cet horizon limité est de savoir sur combien de temps et combien d'années, moi, employeur, pourrais-je recruter et embaucher ce salarié. Et d'autant plus que cet horizon est limité, c'est pour ça que le système est quand même assez, comment dirais-je, original entre un CDI mais à horizon limité, puisque le dispositif légal de transposition de l'ANI met en place, alors quelque chose que nous ne voyons plus aujourd'hui dans l'entreprise, c'est une mise à la retraite, j'allais dire anticipée, puisque par dérogation au système tel qu'il existe aujourd'hui, vous savez que avant 67 ans, la mise à la retraite n'est pas possible. Entre 67 et 70, il faut l'accord du salarié, donc ça veut dire que ce n'est pas possible sans l'accord du salarié pour l'entreprise. Et ce n'est qu'à partir de 70 ans que la mise à la retraite d'office peut intervenir. Statistiquement, une mise à la retraite d'office de salariés à compter de 70 ans, on les compte aujourd'hui sur les doigts d'une main dans les entreprises. Donc, le dispositif remet au goût du jour la mise à la retraite du salarié sans avoir à recueillir son accord. Donc, le salarié pourrait se voir imposer d'office cette mise à la retraite à partir du moment où il atteint l'âge légal et remplit les conditions de trimestre pour liquider sa retraite à taux plein. Et cerise sur le gâteau, non seulement ce dispositif se ferait sans l'accord du salarié, donc à la main et d'autorité de l'entreprise, mais au surplus, petite carotte je veux dire, financière, l'indemnité de mise à la retraite, alors qui ne sera pas très élevée, hein, puisque vous avez compris, pour un salarié embauché à 57 ou 60 ans et qui repart 3, 4 ou 5 années plus tard de l'entreprise, l'indemnité de mise à la retraite ne sera pas extrêmement élevée. Il est prévu dans la loi, alors cette fois-ci c'est un dispositif sur 3 ans qui est prévu dans le projet de loi, qui parle prévu par le projet de loi de finances, mais qui devra le cas échéant être renouvelé, versus le dispositif expérimental de 5 ans, une exonération de la contribution patronale qui existe aujourd'hui sur l'indemnité de mise à la retraite, donc de 30%. Donc on est sur une démarche où non seulement j'incite l'entreprise à recruter le salarié qui est demandeur d'emploi, mais quelque part c'est pour mieux le sortir quelques années plus tard. Et c'est pour mieux le sortir parce que je sais d'avance au moment du recrutement quand est-ce qu'il a vocation à partir, mais en plus parce que quelque part, moi, entreprise, je suis incité à le sortir, puisque je peux le mettre à la retraite alors que dans le dispositif de droit commun, je n'y parviens pas. Et en plus, on m'exonère. On peut se demander quelle est la philosophie de la chose, hein, compte tenu des thématiques de finances publiques qui sont les nôtres. Mais en plus, on exonère de la contribution patronale de 30% cette mise à la retraite. Donc, on voudrait inciter les entreprises à mettre les salariés à la retraite de façon dérogatoire, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. La philosophie est quand même très, très, très particulière. Donc, ce VAE risque de connaître quand même un certain succès. Alors, on notera que dans le dispositif légal, tout n'a pas été transposé. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque les partenaires sociaux avaient mis en place par un système de revoyure la possibilité d'intervenir sur des thématiques d'exonération de cumul emploi-retraite que n'a pas repris la loi. Et le dernier thème qui est à la main des dispositifs de branche, c'est l'aménagement de fin de carrière. Donc l'aménagement de fin de carrière, là aussi, on remet sur la table de négociation les dispositifs d'aménagement. Alors, première thématique, qui est plus, j'allais dire, une consécration légale d'un dispositif qui existe déjà en pratique, puisque de nombreux accords d'entreprise peuvent déjà le prévoir, parfois même par certains accords de branche. Un accord de branche, donc légalement, il y aurait maintenant une sécurité juridique, pourrait prévoir, c'est une faculté, hein, le versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite lorsque le salarié décide de passer à temps partiel ou en forfait annuel jour réduit, alors hors système de retraite progressive,
Et par cette baisse de rémunération liée au passage à temps partiel ou au forfait annuel jour réduit, il y aurait la possibilité pour le salarié en accord avec donc, son employeur de bénéficier de tout ou partie de l'indemnité de départ à la retraite. Bon, la difficulté, là aussi, c'est que l'indemnité de départ à la retraite légale, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par les accords de branche, n'est pas nécessairement très élevée. En tout cas, elle est beaucoup moins que l'indemnité de mise à la retraite. Et on peut considérer que mathématiquement, arithmétiquement, ce montant d'indemnité de départ à la retraite peut ne pas être suffisant pour opérer cette compensation. Donc, compte tenu du montant modique de l'indemnité de départ à la retraite, il faudra que les partenaires sociaux de branche, peut-être, inventent d'autres mécanismes incitatifs ou de majoration permettant à ce dispositif de temps partiel de fin de carrière de prendre plus d'ampleur. Donc, voilà les quelques propos que je voulais exposer. On vous invite, Gilbert et moi, à nous lire prochainement, hein, puisque nous allons, à l'invitation du professeur Christophe Radet, qui est le directeur de la revue Droit Social, établir un papier, une étude sur la thématique que nous venons de dérouler de façon plus détaillée. Voilà. Et quelle meilleure transition, professeur Radet, que de vous donner ainsi la parole et de vous permettre de prendre un peu de hauteur, d'élargir le champ des interventions et peut-être d'activer d'autres voix possibles que celles qui ont été exprimées jusqu'à présent, qui sont des voix assez classiques, alors qu'en réalité, le droit n'est pas du tout un droit contraignant. Et s'agissant de l'emploi des seniors, l'égalité de traitement ou les principes de non-discrimination prohibés permettent, contrairement à ce que l'on croit, de faire beaucoup plus. Et c'est ce que vous allez partager avec nous. Oui, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est pourquoi finalement a-t-on autant de mal à rentrer dans des dispositifs un peu plus contraignants sur l'emploi des seniors? Et pourquoi est-ce qu'il sort d'y avoir il y a une sorte d'impensé en fait sur la difficulté qu'on a à dire les choses d'abord. Il faut maintenir les seniors en emploi le plus longtemps possible dans l'intérêt bien compris indépendamment des travailleurs eux-mêmes, hein, qui se valorisent, se réalisent au travers du travail, mais aussi pour les finances sociales, puisque évidemment, si on a plus de seniors à l'emploi, ça veut dire qu'on a moins de prestations à verser et des cotisations qui sont versées de manière plus importante. Donc on est sur un renversement vertueux du financement des organismes, enfin des prestations sociales. Donc c'est une vraie question. Et d'ailleurs, quand on observe la façon dont on a dénommé la loi, on voit bien derrière le tabou on parle des salariés expérimentés, c'est-à-dire qu'on a utilisé un terme neutre pour parler de salariés expérimentés, comme si la référence à l'âge et comme si la référence même à la fin de carrière, comme si la référence au senior était un tabou. Et ce que je voulais déjà commencer par souligner, c'est que ce tabou de l'emploi des seniors, il est sans doute lié à l'idée que l'âge, dans le traitement que le droit va en faire, est classiquement considéré comme un outil de discrimination, comme un motif de discrimination. Or, quand on travaille sur les discriminations, évidemment, les discriminations d'âge sont prohibées, c'est un motif qui est visé et sanctionné depuis très longtemps par le droit positif. Mais on sait très bien aussi que dès la première loi sociale du 22 mars 1841 sur le travail des enfants, l'âge renvoie aussi à des réalités objectives qui justifient que l'on traite les salariés différemment selon leur âge, soit d'ailleurs pour les protéger parce qu'ils ont un âge qui est jeune, très jeune, soit parce qu'ils sont en fin de carrière et qu'il y a des motifs particuliers qui conduisent à traiter de manière spécifique, encore une fois, les travailleurs les plus âgés. Alors classiquement, lorsqu'on s'est posé la question de la conformité des mesures d'âge avec le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination, la manière dont ça a été abordé, c'était soit de considérer que l'âge est une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs, et donc il faut faire en sorte que les salariés quittent l'entreprise le plus vite possible pour préserver leur espérance de vie, préserver leur santé, leur sécurité, parce qu'on considérait ici le travail comme une menace. Donc là, on est sur la fonction classique, hein, la fonction protectrice de l'âge. L'âge est visé pour assurer une meilleure protection des salariés. Et il y avait un deuxième élément qui rentrait en ligne de compte, qui était également qu'il fallait que les seniors quittent l'emploi pour laisser la place aux jeunes.
Et donc, on a joué finalement les vieux contre les jeunes ou les jeunes contre les vieux, et on a vu dans les années 90-2000 fleurir des dispositifs d'emploi, départ contre recrutement. On se rappelle cette jurisprudence à Air France notamment, où il y avait des plans de départ des pilotes âgés, des départs contre embauche, hein. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que quelquefois, on était tout à fait pressé de réaliser la partie départ du projet, mais que pour la partie embauche, on se rendait compte que les objectifs n'étaient pas forcément toujours atteints. Donc là, il y a une sorte de bataille des générations, hein, les vieux contre les jeunes, avec quand même cette idée que les mesures d'âge sont des mesures qui sont destinées à faire partir les travailleurs âgés le plus vite possible. Or, en réalité, ce qu'explique très bien Gilbert et ce qu'on conçoit au travers de cette observation de la pyramide des âges et de l'obstination, hein, des données factuelles sur le vieillissement de la population des salariés, bah, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, la manière de penser les mesures d'âge doit être totalement inversée. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de faire partir les vieux travailleurs pour faire en sorte que les jeunes travailleurs puissent prendre leurs emplois. L'idée, c'est de maintenir en l'emploi les seniors. Et ce motif de maintien dans l'emploi des seniors est un motif qui est de nature à justifier des politiques d'âge. Et il faut procéder sur le plan, j'allais dire, psychologique collectif à un changement paradigmatique important. Le maintien des seniors dans l'emploi est un motif qui justifie des politiques d'âge et des mesures ciblées, et des mesures qui soient des mesures euh, euh, ambitieuses. On a le sentiment, au travers de la lecture de l'ANI, qu'il y a, encore une fois, une réticence et une réponse qui est très technocratique, et pas une réponse socio-économique pertinente. Et ce n'est pas, et c'était un peu le discours que je voulais avoir, ce n'est pas parce que l'ANI est extrêmement tiède sur les mesures, ce n'est pas parce que finalement l'ANI et la loi de transposition sont assez déceptifs par rapport aux enjeux, qu'il faut baisser les bras au niveau des branches et qu'il faut considérer qu'il faut se contenter de mettre en œuvre les dispositifs de l'ANI. Les branches, elles ont un avantage considérable par rapport au niveau interprofessionnel, c'est qu'elles regroupent les entreprises par secteur d'activité cohérent et qu'elles sont également un lieu d'échange et de partage des expériences qui sont menées dans les entreprises, dans les grandes notamment, sur des mesures d'âge, sur des politiques d'âge. Et donc là, encore une fois, le mal français, c'est également d'être incapable de penser en termes d'expérimentation. C'est-à-dire de considérer que tout doit venir du haut et que c'est le législateur, voire les partenaires sociaux au niveau des ANI, qui doivent fixer les règles du jeu. Or, on se rend compte qu'il y a ce tabou qui est lié à l'âge au niveau du législateur, au niveau peut-être de l'ANI aussi, qui n'a pas osé aller jusqu'au bout. Mais ce tabou, il faut le briser, parce que si on veut maintenir la pérennité des systèmes par répartition, il va falloir à un moment donné prendre le problème à bras-le-corps et mettre en place des mesures qui sont dans certaines mesures tabous. On pense notamment aux quotas, hein, je mets l'expression entre guillemets, mais on a mis en place des quotas pour les travailleurs en situation de handicap. On a mis en place des quotas pour assurer la présence des femmes à hauteur de ce qu'elle doit être dans les entreprises. Mais pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas sur une obligation d'avoir à l'effectif des pourcentages minimums de travailleurs expérimentés avec des objectifs à atteindre et avec, encore une fois, des mesures qui sont extrêmement ambitieuses. Donc il ne faut pas avoir peur des expérimentations dans les entreprises en matière de politique de maintien dans l'emploi des seniors. Les branches doivent jouer un rôle extrêmement important parce qu'évidemment, ce sont des caisses de résonance pour les expériences qui sont nées dans les entreprises. C'est aussi le moyen, dans les branches d'activité, d'échanger entre les grandes entreprises sur les politiques de maintien dans l'emploi qui sont expérimentées. C'est l'occasion de faire des bilans d'expérimentation et d'avoir une approche pragmatique, une approche concrète du maintien dans l'emploi des seniors et pas simplement une approche procédurale, une approche technocratique. La négociation collective, quand elle est considérée comme un outil de contrainte mais qu'elle n'a pas de contenu, elle est finalement une sorte d'enveloppe creuse et qui ne conduit pas à grand-chose. Et le principe de non-discrimination n'est pas un obstacle, pour une raison qui est relativement simple, c'est que les seniors ne sont pas dans la même situation que les autres travailleurs et que la justification du maintien dans l'emploi constitue un puissant élément qui justifie la mise en œuvre de mesures spécifiques. Donc il faut vraiment à la fois ne pas craindre de mettre en place des politiques de maintien dans l'emploi des seniors, ne pas le craindre sur le plan juridique,
Ne pas le craindre d'ailleurs, j'allais dire, sur le plan sociétal, parce que finalement, la présence de travailleurs expérimentés dans l'entreprise, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas une menace, c'est une chance. C'est une nécessité sur le plan économique, mais c'est également une chance pour les entreprises parce qu'on sait très bien qu'il y a du transfert d'expérience, qu'il y a aussi une manière de faire société dans l'entreprise. Si l'entreprise ne ressemble pas à la composition de la société, eh bien l'entreprise ne peut pas vivre, j'allais dire, comme doivent vivre les salariés au sein d'une société. Et donc il faut sans doute aussi se réinterroger plus largement sur le rôle des entreprises, sur la composition sociologique des entreprises de manière à ce que les travailleurs expérimentés y aient leur place. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de blocage sur le plan juridique. Le principe d'égalité de traitement n'est pas l'ennemi des politiques d'emploi et il faut simplement repenser les critères d'âge et repenser la nécessité qu'il y a à, si ce n'est inciter, peut-être même parfois imposer ce changement paradigmatique et de replacer les seniors au cœur des politiques d'emploi, alors que jusqu'à présent, effectivement, on avait peut-être tendance à considérer qu'un senior heureux était un senior qui quittait l'entreprise le plus tôt possible. Non, les seniors doivent y trouver absolument toute leur place. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, nous voici effectivement pour cette seconde séquence de cette matinée qui porte à la fois, ou qui va porter à la fois sur des actualités brûlantes, mais aussi sur une réflexion peut-être plus globale pour les branches. Donc, on vous propose de discuter de protection sociale complémentaire, hein, et plus particulièrement des régimes mis en place au niveau par les branches au bénéfice des entreprises et des salariés de leur secteur. Et alors, pour avoir la vision la plus juste et complète de ce sujet, on va certes partager un éclairage juridique, mais aussi technique, actuariel, le plus complet possible, hein. C'est tout à fait l'objectif de cette séquence, et c'est pour ça que j'ai le plaisir effectivement d'intervenir avec Norbert et Mylène, cabinet d'actuaires conseil Galéa, qui accompagne les branches sur ces dispositifs et qui, avec leur œil et esprit expert, vont nous aider peut-être à mieux comprendre l'impact technique des évolutions récentes ou des évolutions annoncées à venir, enfin annoncées, hein, je dis, hein, pour le moment, hein, je ne dis pas mise en œuvre encore, et puis peut-être aussi décrypter les liens et les rôles des différents acteurs qui gravitent autour des branches dans le suivi des régimes de prévoyance et santé. Alors notre discussion, conversation, parce que c'est un peu comme ça qu'on l'a conçu, et nos échanges croisés vont porter sur quatre grandes thématiques. Avec une première grande thématique qui serait sur les évolutions légales et réglementaires et les obligations des branches vis-à-vis en fait de la prévoyance et de la santé. Puis nous aborderons les constats concernant les risques techniques qui peuvent exister à travers ces dispositifs et la transparence nécessaire sur les résultats des régimes. Et peut-être que la deuxième thématique est liée à la troisième, puisqu'en réalité, on va rechercher, on va partager aussi la détermination et ce qui peut aider les branches à mieux piloter ou techniquement, bon, avec une formalisation juridique, quels sont les leviers d'action effectivement pour avoir des régimes dits équilibrés. Ça reste quand même un peu la ligne de conduite sur ces dispositifs au niveau des branches. Et enfin, quatrième grande thématique, eh bien, ce sera l'impact des réformes. Nous sommes en protection sociale complémentaire des régimes de base. Donc, on abordera les impacts des réformes récentes ou à venir du régime de base de la sécurité sociale et quelles sont les perspectives vis-à-vis des salariés. Alors, pour commencer, notre première grande thématique. On parlait d'obligations des branches à l'instant. Disons que la protection sociale complémentaire ne déroge pas vraiment au dialogue social au niveau des branches et puis à l'aspect
la procédure, à l'aspect procédural ou ce qu'on incite à faire au niveau des branches. Donc on ne peut pas considérer en réalité que en tant que tel, les branches ont des obligations légales, minimales en matière de prévoyance et santé, mais on va quand même rappeler les évolutions récentes. Je pense qu'il y a quelques idées phares à partager avant tout, au préalable, à savoir que les branches en matière de protection sociale ont un pouvoir d'initiative. Elles veulent ou ne veulent pas, en fonction de leur secteur, donc mettre en place un régime de prévoyance ou de complémentaire santé. Elles ont aussi un pouvoir on va dire, de décision dans le cadre du dialogue social, puisque de décision sur le type d'accord de branche qu'elles veulent mettre en place en prévoyance ou complémentaire santé, et ce qui donne en réalité d'une branche à une autre des accords à géométrie variable, puisqu'on a des branches qui qui inviteront uniquement les entreprises à mettre en place un dispositif à leur niveau. Et puis on peut aller jusqu'à la version, disons, maximaliste du régime de branche en prévoyance complémentaire santé. On va dire un régime complet. Certains diraient une convention collective de sécurité sociale, peut-être aussi. Mais en tout cas, un régime de branche qui vise donc couvrir les salariés, la définition des salariés des ayants droit, les cotisations, les garanties, les risques couverts, le niveau des garanties. Est-ce qu'on a des mesures présentant un degré élevé de solidarité, concept qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis, cette version maximaliste va jusqu'au choix de l'opérateur d'assurance, puisque la branche ne peut pas faire sans, bien sûr, l'intervention d'opérateurs gestionnaires de ces dispositifs. Finalement, la version maximaliste, c'est peut-être celle qu'on va aborder le plus aujourd'hui, puisque c'est celle qui permet aux branches de développer ou déployer toutes leurs aptitudes de négociation, de dialogue social et de pilotage dans le suivi. Alors simplement pour les autres branches, pour les branches qui seraient connectées ce matin et qui n'ont pas de régime de branche en version maximaliste, merci de ne pas quitter, s'il vous plaît, la salle, puisqu'en réalité, nos actualités peuvent aussi, et les actualités qu'on va évoquer peuvent bien sûr vous intéresser. Alors je dirais qu'en fait, les obligations pour les branches sont un peu de deux niveaux, en fait, de deux ordres. On a les obligations pour les branches directes qui impactent vraiment l'accord de branche en tant que tel. Par exemple, si la branche souhaite aller choisir son l'opérateur gestionnaire, elle doit respecter un certain nombre de règles, de procédures. Et donc, cette obligation-là, elle pèse vraiment sur la branche. Et puis peut-être on a aussi c'est même sûr, on a au niveau de la branche une responsabilité ou des obligations peut-être indirectes, dans le sens où par le biais de la mise en place du régime de branche, les branches permettent aux entreprises finalement de respecter leurs propres obligations. L'entreprise, l'employeur doit mettre en place une complémentaire santé obligatoire. La branche, par son accord négocié, l'y aide. Où la branche, en négociant un dispositif à son niveau en prévoyance ou complémentaire santé, doit avoir un régime qui est collectif et obligatoire. On verra aussi, même si c'est très, très réglementé, mais cette obligation-là, indirecte peut-être, mais au niveau de la branche, eh bien, les branches doivent être attentives en tant que telles à aider les entreprises, à leur permettre de remplir leurs propres obligations. Donc cette double dimension démontre déjà qu'on a au niveau de la branche une obligation spécifique. Il y a des choses qui sont décidées au niveau de la branche et qui ont un impact direct au niveau de la branche, mais la branche a aussi cette responsabilité vis-à-vis des entreprises de les aider à être en conformité ou à procurer des régimes de prévoyance et de complémentaire santé intéressants, on va dire, pour les salariés. Alors, pour en revenir peut-être à travers, au titre de cette double dimension, très rapidement, un panel assez rapide sur les obligations des branches. Alors, pour la complémentaire santé, en premier lieu, on va plutôt rappeler qu'il y eut, mais c'est la même méthode que pour finalement les salariés expérimentés ou celle que vous évoquiez tout à l'heure. En complémentaire santé, en fait, on invite les branches, on les oblige peut-être, en tout cas, on les oblige à ouvrir des négociations. Et c'est ce qui s'est passé en complémentaire
santé entre 2013 et 2016, elles avaient donc l'obligation d'engager des négociations pour instituer des garanties et un financement au moins aussi favorable que celui que la loi du 14 juin 2013 avait mis en place, donc un panier de soins minimal, un cofinancement de 50% par l'employeur. Et on a ajouté à cette obligation d'ouvrir des négociations pour éventuellement aboutir à la conclusion d'un accord, d'un régime de branche en tant que tel. Eh bien, on a ajouté, bien sûr, le fait que le contrat d'assurance et le régime en tant que tel, soit en complémentaire santé, soit responsable. Alors à partir de là, ce fut peut-être mettre la main, les 10 doigts d'ailleurs, des 2 mains dans un engrenage, puisque à partir de là, au fil des années, avoir un régime de branche en complémentaire santé qui doit être responsable, eh bien, ça veut dire aussi, au fil des années, devoir adapter le régime de branche. Et on verra qu'il y a eu des impacts aussi techniques, bien sûr, devoir adapter ce régime de branche aux évolutions légales et réglementaires de ce cahier des charges du contrat responsable, les plafonds de remboursement, la réforme du 100% santé, bon, toutes ces bonnes idées, je le mets entre guillemets, pour intégrer, qui doivent intégrer ces régimes de branche en complémentaire santé. Même si les derniers peut-être rapports, études commencent à critiquer le cahier des charges des contrats responsables en disant peut-être qu'il serait bon de revenir à quelque chose de plus simple. Nous verrons. Donc finalement, pour la complémentaire santé, les seules obligations, si on peut le dire, sont plutôt indirectes et permettent aux entreprises d'avoir, en tout cas juridiquement, hein, d'avoir un régime aussi plus favorable que le minimum légal. En prévoyance, les branches ne sont pas, encore moins, je dirais, assujetties à une quelconque obligation. Alors certes, il y a une première quand même obligation qui est que lorsque la branche décide de mettre en place un régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés, qui couvrirait en particulier le risque décès, la branche doit se poser une question: est-ce que mon régime permet aux entreprises de respecter l'obligation de financement du 1,50% pour les cadres, dont nous allons débattre dans quelques instants. Même si on sait, alors je parle d'évolution récente, même si on sait que cette obligation du 1,50 est relativement récente, puisqu'elle puise sa source dans l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance, mais en réalité, ce n'est pas si récent que ça, puisque ce même ANI renvoie à une période beaucoup plus ancienne, qui est la CCN Agir du 14 mars 47. Donc, en décès, on a au niveau de la branche cette obligation peut-être de se dire: est-ce que mon régime a vocation à aider les entreprises à remplir cette obligation du 1,50% tranche 1. En matière d'incapacité de travail, je dirais que peut-être la branche a une obligation, une responsabilité se doit en tout cas de faire un travail de cohérence au regard des dispositions qu'elle a pu prévoir par ailleurs sur le maintien de salaire en cas de maladie. Donc quand je mets en place ou je réfléchis au risque, à la couverture, à une couverture en incapacité de travail de prévoyance, soyons cohérents avec ce que effectivement le maintien de salaire, j'ai pu prévoir par ailleurs sur le maintien de salaire en cas de maladie. Et quant au régime de prévoyance pour les non-cadres, je dirais que ça c'est peut-être à venir. Enfin bon, certes, il y a beaucoup de branches qui ont prévu un régime permettant aux non-cadres d'avoir des garanties de prévoyance, mais on sait qu'il n'y a pas d'obligation légale encore. Nous discuterons aussi après de cette proposition de loi qui est arrivée, qui est partie, qui a été déposée, qui est revenue. Et donc, on aura l'occasion. Oui, au-delà, dans les autres obligations de la branche, mais je l'évoquais tout à l'heure, et bien sûr, il y a le fait que quand on met en place un régime de branche en prévoyance ou en complémentaire santé, eh bien, la branche doit permettre aux entreprises de respecter toutes les conditions posées par la réglementation sociale URSSAF, en tant que telle. Alors, c'est assez technocratique et assez, mais en même temps, ça a quand même eu un impact sur la conception des dispositifs au niveau des branches. Et juste pour rappeler à ce titre de
mise en conformité, on va dire, sur les régimes de prévoyance et complémentaire santé par rapport à ces conditions permettant aux entreprises d'avoir une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur financement. On va juste rappeler qu'on a eu deux épisodes, ou qu'on en a encore d'ailleurs, à savoir tout simplement respecter le caractère collectif du régime. Donc là, ce fut l'épisode sur la fameuse question des catégories objectives. Quand on a des régimes différents, catégoriels, ces catégories doivent respecter un certain nombre de critères et les branches se sont plutôt retrouvées là dans l'attente des agréments rendus par la commission paritaire rattachée à l'APEC. Donc ça a été un des premiers, une évolution récente sur ces dispositifs. Et on a aussi la détermination du sort des salariés en suspension de contrat de travail par rapport au régime aussi de prévoyance ou complémentaire santé, donc qui a aussi occupé, on va dire, ces derniers temps, les branches au niveau des régimes, de leur propre régime. Et peut-être enfin pour finir, de manière peut-être un peu plus indirecte, il faut aussi avoir en tête le mouvement de fusion, de restructuration des branches professionnelles qui alors, on atteint la petite, initié avec la loi travail de 2016, on arrive, je crois, à peu près à l'objectif envisagé de passer de 700 ou 900 branches à 200. On y est quasiment, mais on voit bien que derrière ce chantier, eh bien, ce sont les chantiers de l'harmonisation des régimes de prévoyance santé qui peuvent exister de part et d'autre, des régimes, enfin des branches qui fusionnent, qui impliquent aussi là des obligations eh bien d'harmonisation ou en tout cas de discussion au niveau des branches. Alors avant d'aborder voyez, au niveau des obligations en tant que telles, ça pose un cadre. Mais avant d'aborder peut-être la généralisation de la prévoyance, il y a une question qui se pose. Je ne sais pas lequel de vous deux va l'aborder, mais c'est celle de la fameuse règle historique du 1,50. Comment ça a façonné finalement les régimes actuels et est-ce qu'il y a des pistes d'évolution possibles? Sur celui-là, je vais commencer. D'abord, merci Isabelle, merci à Capgemini de nous accueillir. On est très content de pouvoir, j'allais dire, poursuivre nos échanges sur les dossiers, sur ce genre de problématiques. Alors, sur ce sujet-là, en effet, alors, on n'est pas aux 80 ans comme la Sécu actuelle, on est presque aux 80 ans de 1947. Je rejoins tout ce qui a été dit, on a quand même une couverture de pays riches, avec une bonne couverture qu'il faut préserver, mais qui, dans certains cas, a presque 80 ans. Donc, le 1,50, c'était, je vous rappelle, les cadres qui souhaitaient couvrir quelque part en cas de décès, verser aux bénéficiaires 3 années de salaire plafonnées à la tranche 1. Donc nous, en tant qu'actuaires, ça veut dire que 3 années de salaire, ça veut dire qu'on estimait qu'il y avait une probabilité de décès de 0,5% par an pour des cadres. Ça, c'était ça le postulat. Et juste pour avoir quelques ordres de grandeur, le 0,5%, il serait de l'ordre de 0,15 aujourd'hui. Donc on a divisé par plus de 3, en fait, ce sujet. Et la couverture n'a pas changé fondamentalement. Bien sûr, il y a des négociations, bien sûr, il y a des discussions sur le 1,50 qui est majoritairement sur risque d'essai. Majoritairement, je surveille l'expression parce que là, j'ai les spécialistes face à moi. Oui, il y a eu des choses, mais pas énormément. Donc, il y a eu des évolutions. Si je vais vite, aujourd'hui, ce sont des garanties qui sont plutôt bénéficiaires, des garanties d'essai quand on les met en place, qui servent souvent à couvrir des pertes qu'il peut y avoir sur des risques arrêt de travail, ce qui n'est jamais très sain, en fait, à vrai dire, d'avoir des subventions croisées comme ça. Et puis, ça vit. Il y a quelques branches, je pense notamment à une, qui a un petit peu dynamité, on va dire, le sujet du 1,50, qui a fait un peu différent, qui a couvert, qui paye moins de 1,50 pour les cadres, qui a intégré en partie au moins les non-cadres, parce qu'il y a toujours encore des différences de couverture en matière de décès, ce qui pose un sujet plus général. Est-ce qu'il faut distinguer maintenant entre cadre et non-cadre? Enfin, gros sujet sur le statut, ce que ça veut dire. Mais surtout, donc, on voit que ça bouge. On voit que ça bouge. Et à un moment où on sait par ailleurs que on a besoin de cotisations sur les autres risques, on a besoin de cotisations sur la retraite, on l'a vu, on a besoin de cotisations, et on parlera très peu aujourd'hui, sur la dépendance. Enfin, je rappelle juste que le baby-boom, les gens vont avoir 80, 85 ans, et c'est là que ça survient. Donc on a besoin d'argent aussi pour la dépendance. Voilà, donc là, il y en a un peu.
C'est pas avec ça qu'on va tout changer, mais il y en a un tout petit peu. Donc, en gros, le 1,50, il a une histoire, il a une belle histoire. Il y avait une belle histoire au départ. Il faut peut-être un peu réinventer l'histoire et se dire, bah, finalement, ceux qui ont mis ça en 47, qu'est-ce qu'ils auraient fait aujourd'hui, en fait, et comment ils auraient revu les choses. Et je trouve que ce serait intéressant de l'aborder comme ça, en repositionnant la problématique. Voilà, en résumé, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire au quotidien. Les assureurs doivent être, les organismes assureurs doivent être des partenaires en la matière. Donc ça, c'est très important, et non pas des adversaires. Parce qu'en décès, on peut avoir des divergences entre l'assureur qui a établi des équilibres précaires, qui a peur de changer des choses, et les branches qui ont un intérêt à faire bouger. Donc là, on doit avoir des partenaires pour réenchanter un peu la chose. Mais finalement, cette obligation un peu historique du 1,50, ainsi que, très bizarrement, l'obligation généralisation de la complémentaire santé, semble avoir inspiré ce projet de généralisation de la prévoyance. Je le mets vraiment entre guillemets parce que on comprend le besoin. On sait que l'objectif de cette proposition de loi, donc, qui avait été déposée en mai 2024, puis après, ce fut un peu le marasme, on va dire, hein, dissolution, on n'avait plus personne, dissolution de l'Assemblée nationale, différents gouvernements, et qui vient d'être déposée en septembre 2025. Donc, c'est une proposition de loi. Donc, on ne sait pas évidemment ce que ça va donner en tant que tel, mais elle est partie d'un constat qui est que en matière de prévoyance, incapacité de travail, invalidité, plus que décès d'ailleurs, mais enfin, ça rentre aussi en ligne de compte, il y a un besoin, il y aurait 2 millions, je crois, de salariés qui ne seraient pas couverts du tout. Et en réalité, autant, voire peut-être plus, qui seraient insuffisamment couverts. Alors, je ne sais pas où on place le curseur, mais c'est a priori le point de départ, en fait, un petit peu de ce projet qui vise en fait, alors quel horizon? Donc, il a été décalé, bien sûr. Il s'agirait donc d'avoir, la méthode aussi est éprouvée, hein, d'avoir pour les entreprises, mais avant d'abord pour les branches, d'ouvrir des négociations, toujours la même méthode, d'ouvrir des négociations à partir de juillet 2026, ou avant, pardon, 1er juillet 2026, donc d'ouvrir pour les branches des négociations sur la mise en place d'un régime de branche en prévoyance, qui couvrirait d'ailleurs les 3 risques, si j'ai bien compris, à minima. Donc tu parlais de la dépendance à l'instant, mais on sent que c'est le pack complet. Il faudrait couvrir, a priori, moi c'est comme ça que je l'ai compris, l'incapacité et l'invalidité de décès, et non pas majoritairement le décès, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est une chose. Et puis au niveau des branches, après, on utilisera tous les mécanismes connus sur les modalités de choix de l'opérateur d'assurance, mais ou la répartition des cotisations. Mais en revanche, pas d'obligation a priori d'un niveau minimal. C'est-à-dire que oui, on va couvrir les risques, 3 risques, mais en revanche, on ne va pas imposer ni aux branches ni aux entreprises d'ailleurs finalement voilà, d'avoir 3 années, un capital de 3 ans, en cas de décès. Enfin, a priori, c'est pas ça qui semble viser, et peut-être que c'est qu'en prévoyance, ou alors soit chat échaudé craint l'eau froide, et je pense que ce qu'ils ont essayé de faire en complémentaire, enfin ce qu'ils ont fait en complémentaire santé n'a peut-être pas eu beaucoup de succès, et ils se sont dit on va peut-être être plus prudent, et pour la prévoyance, finalement, on ne fait pas la même chose. Mylène, t'as oui, tu as plein de choses. Et, je pense que et alors, juste pour donner un horizon, il s'agirait ensuite, donc après la phase branche, négociation de branche, il s'agirait bien sûr de laisser les entreprises négocier, puis en tout cas, en tout état de cause, en juillet 2028, d'avoir pour toutes les entreprises l'obligation de mettre en place un régime pour tous leurs salariés. Et donc, pour celles qui n'auraient rien, c'est très clair. Et pour celles qui ont déjà quelque chose, il y a peut-être une adaptation à faire, puisqu'il y a une obligation de financement de 1,50, mais cette fois-ci cofinancée entre l'employeur et le salarié. Voilà. Donc je pense qu'il y a un impact technique fort, non seulement sur les régimes de branche, sur les équilibres tout simplement, et je suis impatiente d'entendre un peu le point de vue. Je sais qu'on avait assisté, Mylène, il y a quelques mois à un colloque organisé par la DSS sur ce projet. Il visait justement 2027 par rapport à 1947. Bon, là, tout est décalé, mais je ne sais pas. Il y avait quand même une grosse discussion et un gros débat. Oui, et puis j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est raconté dans ce colloque. Je pense déjà qu'on aurait peut-être dû commencer par là, avant de commencer par la santé. Parce que la prévoyance, c'est le gros risque. En santé, quand on a fait la généralisation, on estimait qu'il y avait à peu près 5% des salariés
qui n'étaient pas couverts par un dispositif collectif. Mais en fait, à titre personnel, quasiment tous les Français et tous les actifs étaient déjà couverts, puisque c'est un risque qu'on matérialise au quotidien. On va chez le médecin, on va à la pharmacie, c'est quelque chose qui est très présent et très fréquent. En revanche, en prévoyance, on a 2 millions de personnes qui n'ont rien. Voilà, vraiment rien. Et là, pour le coup, quand on a un sinistre qui survient, les conséquences, c'est beaucoup plus important que ce qu'il peut y avoir si on a une grippe et on doit acheter du Doliprane. Et la couverture de base est très insuffisante, puisque si on est invalide, on perd à minima la moitié de ses revenus. Voilà. Et alors qu'on a potentiellement des besoins de soins qui sont accrus et d'aménagement de domicile, etc., qui sont accrus. Donc, déjà, peut-être qu'on aurait dû commencer par là, mais c'est quand même plus compliqué. Le problème, c'est que c'est plus difficile, justement parce qu'on est sur des gros risques, parce qu'on est sur des risques longs aussi, et que changer une couverture prévoyance, ce n'est pas sans conséquence, notamment en termes d'articulation. Si on avait déjà une couverture et qu'on en change, comment s'articulent par exemple les arrêts de travail qui avaient commencé avec l'ancien assureur, et puis, mais qui étaient sous franchise, c'est-à-dire pas encore indemnisés. Je crois savoir qu'il y a des contentieux en cours. Oui. Voilà. Ils reviennent. D'un Notre, point de vue, notre ouais. loi E20 de 1989, finalement, n'aura pas tout, tout Voilà. résolu. Moi, en pure technicienne, je croyais que c'était réglé, mais non, Non. visiblement. Et quand même, au milieu, il y a des personnes qui sont en arrêt de travail et qui n'ont pas d'indemnisation parce qu'on a des assureurs qui ne sont pas d'accord sur qui payent. Donc ça, c'est un gros sujet. Et le fait de dire, en plus, dans cette loi, on va ouvrir la résiliation infra-annuelle. Oui. Là, on cumule 2 écueils. La résiliation infra-annuelle, ça veut dire non seulement gérer ce problème de passage d'un assureur à l'autre, mais le faire en cours d'année. Alors que les assureurs, quand ils font des comptes et quand ils estiment leur risque, ils ne le font pas en cours d'année, ou plus difficilement. Et quand on analyse le risque, notamment un risque long, on a besoin de plusieurs années, et s'il se coupe en plein milieu, on perd un petit peu tous les repères. D'autant plus que la RIA est surtout poussée par des acteurs, on va dire un peu agressifs commercialement, voilà, qui vont peut-être pas toujours mettre en face du bénéfice de la RIA toutes les conséquences en termes de ce qu'on appelle les passifs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà indemnisés et pour lesquels l'assureur va arrêter de revaloriser dans le futur. Donc il faut organiser la poursuite, ça a un coût. Donc ça veut dire que changer d'assureur, potentiellement, ça a un coût. Ça veut dire que si on crée des nouveaux droits, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui étaient déjà en arrêt de travail? Si on crée un nouveau droit pour les invalides, est-ce que ces gens y ont droit? Et à ce moment-là, qui paye et combien ça coûte? Voilà, il y a quand même énormément de conséquences d'un point de vue de la gestion, d'un point de vue du suivi du risque et d'un point de vue coût, qui font que ce projet de loi ne se fera pas sans heurts. Voilà. Et notamment son surcoût financier. Oui, et avec un écho encore plus important lorsqu'on se positionne au niveau de la branche, voilà. sur le pilotage et sur... Alors que la branche, c'est le lieu pour faire ça. Oui, c'est on le peut lieu. discuter effectivement du niveau c'est vraiment du régime. C'est vrai que le fait que ce soit au niveau de la branche, il y a une maîtrise peut-être plus... Une mutualisation. Voilà. On va sortir les gros mots peut-être. Non, la mutualisation, ils ne sont pas... une mutualisation qui permet effectivement qui est dédié à un secteur d'ailleurs, avec une personnalisation qui est sûrement plus intéressante, et avec un pilotage et un suivi technique beaucoup plus simple, en tout cas mieux maîtrisé. Ouais. Sans la branche, je pense qu'il y a des petites entreprises qui ne trouveraient pas de couverture, ou en tout cas pas de manière optimisée. Avec de la sélection, plus ou moins affichée, des tarifs qui tiennent compte de cette sélection. Et n'oublions pas, je vous dis dans la prévoyance, n'oublions pas les jeunes retraités, si je peux me permettre, ou ceux qui vont être incités à travailler un peu plus. Enfin, je rappelle juste que la loi E20 a fait beaucoup de choses géniales, mais quand vous êtes jeune retraité, toute votre couverture tombe. Je ne parle pas du coût, mais vous retrouvez qu'une couverture minimale. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet. On sait que les entreprises qui avaient mis en place des couvertures pour les gens qui partaient pendant quelques années, du genre, on peut y aller, du genre Renault il y a quelques années qui disait finalement jusqu'à 70 ans j'aurai une sortie en biseau, des capitaux d'essai, etc. Ça coûte cher aux entreprises, donc il n'y a plus rien. C'est un petit peu comme en matière de santé, les hausses tarifaires. Et donc là, on se retrouve finalement avec plus rien. Donc il y a des choses peut-être aussi intelligentes à faire, comme sur le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive, pour donner des droits à taux plein à des gens, enfin pour donner une couverture prévoyance à des jeunes retraités. Voilà. Donc il y a vraiment des besoins, et là, on a une solution pour y répondre.
Très bien, nous verrons sur cette Je pense qu'il est généralisation. Ouais, voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant enfin, de voir, c'est que on sent qu'il y a des lacunes ou des interstices à remplir, et au niveau les régimes de branche peuvent répondre à ça, ou apporter des solutions en fait à ces dérives, ou on va dire en tant que tel. Comme on l'a dit, comme sur d'autres sujets qui ont été évoqués avant, enfin, ce sont les régimes de branche qui apporteront les meilleures solutions, qui apporteront même les solutions. Ça, c'est certain. Il faut faire attention que cette loi ne soit pas le prétexte à simplifier et à standardiser les couvertures de prévoyance. Ça a été le cas en santé, mais il y avait déjà le contrat responsable. En prévoyance, certains acteurs, toujours les mêmes, très agressifs, poussent justement pour que ce soit très standardisé, parce que c'est compliqué, c'est trop difficile à gérer, etc. Si c'est compliqué et difficile à gérer, il y a une bonne raison. C'est qu'on a besoin de couvrir des risques qui sont particuliers, et que d'une branche à l'autre, en fonction de la difficulté du travail, de la typologie de population, les couvertures nécessaires ne sont peut-être pas les mêmes. Oui, voilà, le maintien de salaire, j'entends le maintien de salaire. Ce que j'allais dire, c'est que nous, c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de branches où il y a des niveaux, des niveaux qui sont bons. Mais quand vous avez des branches qui se rapprochent, qui se mettent d'accord difficilement sur que fait-on du maintien de salaire commun après un rapprochement, après, il faut ramener la complémentaire par derrière et se dire, est-ce que tout ça, c'est cohérent? Est-ce que l'édifice, c'est un peu cohérent et pas un peu chancelant, quoi? Et ça, c'est dur. Je sais qu'on a plusieurs expériences, mais oui, donc l'articulation maintien de salaire, protection complémentaire, dans des cadres de fusion, ça vaut le coup de regarder tranquillement. Et si on évoque un peu les acteurs qui peuvent aider, on va laisser de côté les agressifs, mais les acteurs qui peuvent aider à la branche à voilà, bien maîtriser, à concevoir et maîtriser ces régimes en prévoyance et ou complémentaire santé. Il y a des évolutions récentes. Je pense, Norba, que tu avais des idées, ou en tout cas des évolutions récentes à travers la négociation, la conclusion de l'ANI du 18 avril 2025 sur la gouvernance des groupes de protection sociale des GPS par rapport à ces dispositifs. Oui, c'est important. Déjà, alors, ce qui n'était pas du tout prévu entre nous, cette question est très bonne, amène une autre. En fait, c'est le monde des assureurs, des organismes d'assureurs auprès des branches a quand même beaucoup évolué depuis 3-4 ans. C'est un peu tous les mêmes, mais ils ont quand même eu une mue assez importante sur la façon d'aborder les branches depuis 3-4 ans. Ça a complètement changé. Que ce soit les groupes de protection sociale ou les acteurs qui n'étaient pas dans les désignations avant, mais qui y vont fortement, les méchants, comme vous disiez toutes les deux. On a parlé d'agressif. Agressif commercialement. On a les noms. Agressif, bon voilà. Mais si je reviens aux bases, les groupes de protection sociale, il y avait un accord interprofessionnel là aussi en 2009. Alors voilà, j'en salue un de nos collègues, Pierre Chaperon, qui n'est pas avec nous, mais qui aurait pu nous en parler. Qui nous en parle. Alors je vais, voilà, quand il écoutera, j'espère qu'il ne me tapera pas sur les doigts. Mais sur ce sujet-là, c'est vraiment un truc très intéressant parce que, excusez-moi le mot truc, ça rappelle une chose dans l'histoire, mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce que entre 2009 et maintenant, les groupes de protection sociale, ça n'a plus rien à voir. Vous prenez les grands groupes de protection sociale aujourd'hui, vous avez bien sûr l'institution de prévoyance issue de la retraite complémentaire, avec ces Somital, voilà, Gercarco, avec les organismes paritaires qui gèrent, et ça en fait leur force. Mais depuis, vous avez ces groupes qui ont intégré des mutuelles, et tant mieux, il y a une sorte, c'est un peu des cousins, on retrouve les choses, des compagnies d'assurance capitalistiques. Donc vous avez des groupes qui sont, enfin, je veux dire, qui n'ont rien à envier à AXA ou Allianz, pour être tout à fait direct. Donc, à partir de là, il fallait quand même un peu réglementer et de se dire quelle est la place du paritarisme dans tout ça. Si je fais court et sûrement très réducteur, l'idée à la base, c'était de renforcer quand même ce rôle, de dire on a une Somital qui quand même a son mot à dire sur des structures qui sont dans le champ pleinement concurrentiel, mais avec des règles prudentielles très particulières. Bon, solvabilité 2, je ne vais pas aller très loin, mais solvabilité 2, etc., qui disent cette structure doit être autonome, ne doit pas être parasitée par d'autres qui vont décider. Bon, si je fais court, ils ont réussi à trouver un compromis en réaffirmant le rôle du paritaire. Et quand je parle paritaire, on parle aussi branche. Et donc, le rôle des branches, le rôle des branches dans, quelque part, au moins, la bonne connaissance des GPS, des groupes de protection sociale avec qui on travaille prioritairement. Donc, ça a réaffirmé des choses, mais ça a aussi rappelé, encore une fois, que dans cet univers, il y a plein d'organismes. Des organismes sujettis à solvabilité 2, avec ses règles européennes, avec des dirigeants qui doivent être indépendants, qui doivent prendre leurs décisions, avec des règles très techniques. Quand on est agressif, ça a des conséquences sur la richesse.
ça a des conséquences sur le niveau des risques qu'on prend. Et bien ça se paye par un niveau de capital nécessaire. Alors vous allez me dire, c'est très technique, oui, mais si ça se paye par un niveau de capital nécessaire, ça veut dire que ça se retrouve toujours dans les tarifs. Et à quel niveau ça se retrouve dans les tarifs? Voilà. Et ça, en tous les cas, ça réaffirme le rôle aussi des groupes, des GPS dans cette logique et dans ce suivi. La Somital a un rôle qui est rappelé, qui est réaffirmé, et je dirais heureusement par rapport au mode de fonctionnement du monde paritaire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, il y a aussi beaucoup d'écrits, mais c'est ça qu'il faut retenir, je pense, principalement. On a quand même des groupes solides qui se sont réorganisés, qui ont réaffirmé leur force historique. Alors, si on passe un peu sur notre deuxième et troisième thématique pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur la mise en place et le pilotage des régimes de branche, donc avec un rôle bien sûr central des commissions paritaires au niveau de la négociation, mais ensuite au niveau des décisions à prendre en matière, en termes de suivi de ces dispositifs. C'est clair qu'un bon régime de prévoyance de branche est celui sur lequel on s'est bien communiqué, mais bien piloté aussi. Ça, c'est une première chose. Et au préalable, peut-être juste rappeler, ensuite je vous laisserai bien sûr évoquer les différents sujets là, qui apparaissent ici sur les dérives, les tendances, sur ces risques techniques qu'on peut constater, alors peut-être pas forcément propres au régime de branche, mais qu'on retrouve de toute façon. Rappeler juste sur quelles sont les obligations éventuelles, mais il y en a, de la part de l'assureur ou de la branche, quelles sont les obligations en matière d'information ou de transparence sur les résultats techniques des régimes qui sont mis en place. Alors, je vais ressortir la loi E20, un texte un peu général qui, en fait, oblige les organismes assureurs à, bien sûr, rendre des comptes avec voilà, un détail précis du contenu des rapports. Donc ça, c'est une obligation des assureurs vis-à-vis des entreprises, mais aussi vis-à-vis de la branche. Donc ça permet, c'est des rapports, enfin des comptes, bien sûr, très importants, qui devraient être annuels, qui sont en fait des outils vraiment de pilotage. Donc un texte un peu général, article 15 de la loi E20, mais qu'on retrouve bien sûr ici dans le pilotage des régimes de branche, et peut-être aussi une obligation peut-être un peu plus spécifique, avec un texte un peu plus spécifique lorsqu'on est assureur recommandé, organisme assureur recommandé. Donc bon, juste rappeler, tu as évoqué le mot, mais c'est vrai que les branches se sont vues privées depuis quelques années dans les choix de l'opérateur d'assurance gestionnaire du régime de la désignation, qui permettait peut-être de sécuriser ou de maîtriser un peu mieux le périmètre des entreprises et périmètre du régime. Là, on a basculé dans un dispositif de recommandation, très bien, mais dès lors qu'on est dans un organisme assureur recommandé, eh bien, on a des obligations, là encore, que nous ont posées les textes qui se sont substitués à la clause de désignation, et qui obligent les opérateurs d'assurance recommandés à faire des rapports annuels qu'ils doivent. Alors, je n'évoque pas le contenu parce que je crois qu'il fait 10 pages, je ne sais pas à quoi ça ressemble à la fin, mais en tout cas, un rapport annuel qui doit être transmis aux autorités, au ministère, et aussi, bien sûr, à la branche et notamment à la commission paritaire pour prendre les bonnes décisions, et on va voir quelles sont les tendances sur les décisions à prendre sur les cotisations ou les garanties, ou les autres mesures qui peuvent enrichir le régime de branche. Donc voilà, deux obligations assureur branche, il y a une communication à avoir sur les dispositifs et les résultats techniques, un texte général et un texte un peu plus spécifique pour les opérateurs d'assurance recommandés. Mais on a beaucoup de tendances, et là on va parler peut-être un peu plus d'actualité. Qu'est-ce qu'on constate en fait aujourd'hui dans les régimes de branche? Quelles en sont les causes, et comment effectivement on peut aborder ces sujets en commission notamment? On va peut-être enfoncer un peu des portes ouvertes là, hein. Mais bon, allons-y. Malheureusement, déjà peut-être le rapport loi E20, il est insuffisant pour analyser ce genre de choses. C'est très bien, il est nécessaire,
Mais dans les branches ont des exigences qui sont quand même largement au-delà en termes de reporting, en termes d'information, justement pour analyser les causes de ces dérives, parce qu'on a encore des dérives qui sont extrêmement fortes, on va dire, depuis la crise Covid, qui a été suivie par la mise en place de 100% santé, puis la reprise de l'inflation. Enfin, voilà, on a tous les facteurs qui allaient dans le mauvais sens en santé, avec des coûts qui ont augmenté très fortement. On a parfois des garanties qui sont des garanties forfaitaires qui évoluent en fonction du plafond Sécu. Quand le plafond Sécu fait 6,9 une année, puis 5,4 l'année suivante, etc., ben, du coup, on a Plus des 2% là. 2% cette année. Ouais, Ouais. pour 4 000, on va arriver à 4 000. 4 005. 4 000. Oui, ça y est, on franchit le seuil des 4 C'est 000 ça. euros pour Voilà. le plafond de la sécurité sociale. Ben, quand on n'a pas revu depuis des années le forfait pour les lentilles, ben, les lentilles, comme par hasard, coûtent de plus en plus cher et on arrive à des montants qui sont un petit peu hors marché, on va dire, dans certains régimes. Donc on a des garanties inflationnistes, telles que celle-ci. On a eu 100% santé. Alors 100% santé, sur le fond, on ne peut que se féliciter d'avoir réussi à trouver un dispositif qui permet de lutter contre le renoncement aux soins. Et en dentaire, ça a été quand même flagrant, mais ça a fait exploser les fréquences de consommation. On pensait que ça allait se calmer une fois que les gens qui n'avaient pas pu se soigner avant s'étaient soignés, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on a non seulement plus de fréquences, mais en plus de coûts. Et des cabinets dentaires qui fleurissent. Voilà. Donc on a peut-être aussi un dévoiement de la part des praticiens de ce dispositif qui solvabilise en fait tous les actes. Donc on a tous ces dispositifs-là, et puis on a aussi les réformes du régime de base. Parce que le contrat responsable, c'est magnifique, mais ça laisse aucune marge de manœuvre quand le régime de base décide de baisser un remboursement ou de faire une bascule, elle se fait automatiquement. Et ça, il y en a quand même eu énormément ces dernières années. Il y a le rapport de l'adresse qui est sorti récemment, qui montre que la part des organismes complémentaires dans le remboursement des soins de santé n'a jamais été aussi élevée depuis la crise, enfin depuis avant la crise. Ça, c'est assez symptomatique. Et puis on a aussi les assurés qui, malgré ces couvertures qui sont censées être hyper couvrantes, ont aussi une part de financement qui augmente avec les participations forfaitaires, par exemple, qui ont été doublées l'année dernière, qui pourraient encore l'être dans le futur. Donc on a une dérive qui est sans cesse renouvelée et qui ne se calme pas cette année. On annonce encore des hausses de 5 à 7% au 1er janvier. Et puis en prévoyance, là pour le coup, on va dire qu'on a beaucoup la crise Covid. Et depuis, on a une vraie déformation du risque arrêt de travail. On n'a pas trop l'impact vieillissement qui était annoncé avec la réforme des retraites. Enfin, c'est très diffus, donc on a un peu de mal à le mesurer. Et en revanche, sur l'arrêt de travail, toutes les enquêtes, tous les baromètres sur l'absentéisme, même si les chiffres sont un peu différents, parce que les panels ne sont pas les mêmes, les conclusions sont les mêmes, l'absentéisme explose, il explose chez les jeunes. Oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà, d'où des consultations de psychologues qui impactent aussi les régimes santé, enfin voilà, tout est lié. Et puis, on a aussi des arrêts plus longs, avec la prédominance maintenant des risques psychosociaux. Voilà. Et quand on parle de déformation, c'est vraiment le mot, parce que ça veut dire que potentiellement, on aura moins de consolidation en invalidité. Mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Et comme les assureurs voilà, n'ont pas toujours l'accès à l'information sur les causes des arrêts de travail ou ne l'exploitent pas dans ce sens-là, on a un peu de mal encore à voir quel va être l'impact à long terme. On revient au long terme sur la prévoyance. Oui, toujours. Peut-être deux remarques rapidement. Tout à l'heure, on évoquait en retraite qu'on est grosso modo à 14% de dépenses en santé. Et je pense qu'on n'a pas toute la santé dedans, mais on est à 12%. 12%. On peut pas, on parlait, Gilbert a évoqué le terme soutenabilité à la fin, on ne peut pas soutenir des hausses de 5-6% par an, 3-4 points au-dessus de l'inflation, on ne peut pas. Et à côté, on a quand même, il faut le dire aussi, au-delà de tout ce qu'a évoqué Mylène, il y a quand même une recherche médicale qui avance vite, qui propose des solutions qui coûtent cher, mais dont tout le monde a envie de bénéficier. Donc on a là aussi dans les branches, et là je trouve qu'on n'est pas assez éclairé en fait sur comment ça évoque, on a des choix à faire. Donc je veux dire, au-delà de tous ces sujets
d'optimisation, choses qu'on peut corriger, il y a quand même une tendance de fond où ça va vite. On a la chance d'avoir des chercheurs très forts en France. Je veux dire, on a quand même donc des solutions pour mieux nous soigner. Donc, et là, enfin, je trouve qu'on a, comme d'autres sujets, on ne nous éclaire pas à court moyen terme. Donc ça, je pense qu'il y a un gros sujet de fond qu'il faut traiter, et les branches ont tout pour réfléchir à ça. Voilà. Et le deuxième sujet, j'évoque maintenant, on a pu l'évoquer après, Emmanuel a dit tout à l'heure, on manque de data dans les branches. Les assureurs ont plein de data. Donc, je veux dire, oui, ils n'exploitent pas tout la DSN encore, etc., etc. Mais ils ont plein de data pour faire, comme dit Mylène, des rapports loi E20 bodybuildés. Mais plus, ils ont des informations sur les entreprises, ils ont des informations sur plein de sujets. Donc là, si on a vraiment un conseil là-dessus, c'est aller les chercher là-dessus. Demander un rapport loi E20. Enfin, ils ont des données et des gens qui sont formés au traitement de la donnée. Franchement, les branches, il faut demander plus de choses qui débordent un peu la prévoyance de la santé pour connaître le métier, pour connaître les entreprises, et ça va reboucler. Donc, il y a de la donnée inexploitée. Alors, bien sûr, après, il y aura peut-être un coût d'exploitation, mais discutons-en. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a quand même un gisement non exploité là-dessus. Donc, le rapport, pour connaître ça, il faut y aller, quoi. C'est vrai que là, en plus, vous évoquiez la déformation notamment du risque arrêt de travail. On voit que la branche a certainement un rôle à jouer dans les solutions à apporter par rapport à cette, par secteur en plus, cette chance de pouvoir personnaliser la lutte, entre guillemets, par prévention sur le risque arrêt de travail. Or, les solutions qu'apporte aujourd'hui l'État, c'est plutôt luttons contre, il y a trop d'arrêts de travail et mettons en place des dispositifs, des mesures. Alors, ça va de plus de contrôle, ça va de la durée des arrêts de travail qui ne peuvent pas être prescrits, enfin qui sont minimisés lorsque c'est prescrit par le médecin. Enfin, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a différentes mesures. On a vu les dernières lois de financement de la sécurité sociale ont pour objectif d'essayer de maîtriser notamment les professionnels de santé, plus de plateformes qui peuvent. Bon, évidemment, il y avait une dérive. Donc, plutôt des mesures de sanctions, en fait, vis-à-vis pour arrêter cette dérive du nombre des arrêts de travail, ou la durée aussi. Donc, pas possible, par téléconsultation, de faire des arrêts de travail de plus de 3 jours. Enfin, bon, un certain nombre de mesures, mais qui sont plus non pas en prévention, mais plus en sanction, où on peut évoquer aussi le nouveau formulaire des arrêts de travail pour les employeurs, avec des déclarations qui peuvent être faites que sur un formulaire dématérialisé, donc certifié, pour là encore lutter contre les faux arrêts de travail. Donc plutôt des mesures qui ne sont pas des vraies solutions, enfin bon, qui peut-être vont endiguer en partie le nombre d'arrêts de travail, mais qui ne répondent pas aux vrais besoins qu'on a d'éviter cette déformation du risque d'arrêt de travail, d'analyser les causes en tant que telles. Sur la lutte contre la fraude. Peut-être un mot rapide, ouais. On évoquait le mot tout à l'heure, c'est un sujet tabou, qui devient un peu moins tabou quand on dit, vous savez, en santé, il y a 2 tiers à peu près des fraudes viennent des praticiens. Donc ça détend un peu l'atmosphère parfois quand on discute. Il y a beaucoup de preuves. Donc il y a de la fraude. Alors on a un terme que nous on aime bien, mais il y a ce qu'on appelle plus globalement de la déperdition en santé. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle de la déperdition? C'est qu'on paye des remboursements santé qu'on ne devrait pas payer. C'est la fraude d'abord, mais pas que. Parfois, les systèmes de gestion sont mal paramétrés, en fait. Il y a eu des fusions entre entreprises, etc. Il y a des sujets RH, on sait partout, dont les entreprises aussi. Donc parfois on paye des choses qu'on ne devrait pas payer si on appliquait strictement les accords. C'est comme ça. Et alors, quand je mets bout à bout, ça peut faire 5 à 6 points, voire 7 chez certains, de primes. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est l'épaisseur du trait, quoi. Donc, on est en train de parler, dans certains cas, ça peut être très fort, ça peut être, alors Mylène, c'est la portabilité qui est mal suivie, c'est les cartes qui ne sont pas déconnectées, là, il faut déconnecter les cartes, donc les gens continuent à consommer. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Il y a des checklists de 30-40 points, il y a quelques gros, donc il y a un sujet, voilà. Est-ce qu'on veut s'y attaquer ou pas? Voilà. Et une question plus générale, pourquoi la branche, comme sur les datas, serait moins bien servi que certaines grandes entreprises qui vont négocier directement. Voilà. Il y a un vrai sujet de fond là-dessus, l'accès à la data, la fraude. Certains assureurs que vous connaissez tous, qui sont sûrement les vôtres, sont très forts. Enfin, je ne vais pas les citer, il y en a 3 ou 4, ils sont très forts sur du suivi de l'absentéisme, des informations, la fraude. Ils ont ce qu'on appelle les data scientists en interne. Maintenant, que là aussi, il faut que les branches soient au moins au niveau de ce que peuvent avoir les grandes entreprises. Mais il faut aller chercher les assureurs qui vont prioriser, sinon d'autres souscripteurs, on va dire. Donc il y a de l'information, c'est ce sujet tabou, il faut le lever.
Et ça marche, hein, de temps, ça avance de plus en plus. Et il y a vraiment du grain à moudre, on pourrait dire. Et parfois, on ne le voit pas. Enfin, il y a un exemple très récent sur la déperdition. La sécurité sociale a changé certains codes sur les consultations de certains médecins spécialistes. Voilà, ils vont changer les codes, ce qui fait que si on ne va pas, en tant qu'assureur, traiter une information supplémentaire dans le flux de la Sécu, on ne peut plus distinguer les consultations de spécialistes, certains spécialistes, avec des consultations de généralistes. Voilà. Donc ça, il y a les assureurs qui ont pu anticiper et qui ont fait les développements nécessaires en amont, et puis il y a ceux qui, du jour au lendemain, se retrouvaient avec ce code et potentiellement des garanties différentes, et du coup, on dit, bon, on va tout rembourser comme si c'était des spécialistes. Et donc là, eh ben, ils payent trop pour d'autres types de consultations, en attendant d'avoir fait les développements nécessaires. Donc, c'est très bien pour les assurés, mais pour le régime, même si ça ne coûte pas très cher unitairement, voilà, ce genre de choses, ça peut générer des coûts importants in fine. Donc finalement, vous avez déjà un peu abordé les outils, hein. Je me disais. Les outils de pilotage, mais tant mieux, c'est aussi l'objectif de cette discussion. On voit bien que les branches ont des outils de pilotage. Vraiment, il suffit de s'impliquer et de le rendre concret dans le dialogue social. Je pense aussi au niveau d'être bien accompagné pour bien comprendre, parce que c'est vrai que des choses très concrètes, comme tu viens de citer, Mylène, c'est vrai qu'il faut pouvoir prendre un peu de hauteur et se dire, bon voilà, quel est vraiment l'impact sur le régime que j'ai pu mettre en place. Et donc, ces outils finalement techniques, alors qui se formalisent juridiquement, hein, moi, bien sûr, en fonction des évolutions qui sont nécessaires pour le régime de branche, il y aura le temps de la négociation, les avenants aux accords de branche. Il y a un certain nombre voilà, les protocoles aussi. Les protocoles, la branche choisit un opérateur, un ou plusieurs opérateurs, donc il y a toute la conception du régime qu'on retrouve, les garanties et tout ça qu'on retrouve dans l'accord de branche. Et puis à côté, il y a les protocoles financiers qui ont pour vocation à piloter aussi techniquement et financièrement ces dispositifs. Est-ce qu'on n'a que 2 ou 3 solutions comme levier concret à la disposition des branches? Là, vous évoquez les augmentations de cotisations qu'on voit arriver, ou alors quand on voit simplement un déséquilibre des régimes, est-ce qu'il n'y a que le choix de augmenter les cotisations, voire aller autre part, reformuler les garanties? Qu'est-ce qu'elles sont? Voilà. Peut-être juste avant, tu vas dire un truc important. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, tu as parlé de protocoles techniques et financiers, Oui. les accords. Je redis une évidence pour vous. Enfin, nous, on est aux ordres de ce qui a été écrit par les juristes. Oui. Faut pas oublier l'ordre. Mais ce qu'on a proposé, ce qu'on propose de plus en plus, c'est attention, parce que quand on est dans un PTF, pour employer le terme protocole technique et financier, qui est en annexe d'un accord, où dès qu'on veut changer une virgule, il faut convoquer une commission paritaire pour changer, etc. Créons un peu de souplesse dans les outils juridiques, créons un peu de souplesse dans les documents. Alors, je m'embarque sur un terrain devant vous, attention, il y a la loi, parfois, il y a les décrets, il y a les arrêtés. Là, recréons un peu ça. Nous, ce qu'on a réussi à faire dans certains cas, c'est de dire, donnons une délégation pour qu'à côté d'un PTF, il y ait une note technique qui puisse évoluer légèrement chaque année. Et chaque année, en informant, évidemment, la commission, peut être au courant de tout, évidemment, mais créons de la souplesse dans l'évolution, pas un PTF très rigide où il faut discuter. Voilà, créons un peu de la souplesse dans le suivi. Ça semble important. Je te rejoins complètement, parce qu'en fait, certes, il y a la vision juridique avec des lois, des textes, d'accord, mais qui pèsent peut-être plus sur les assureurs en tant que tels. Mais en revanche, le sujet du suivi technique et financier, moi, je considère qu'on est plutôt dans le domaine du pur conventionnel, justement. Là où on peut tout à fait discuter, adapter, innover sur tout à fait la maîtrise, en fait, de ces dispositifs. Ne soyons pas prisonniers nous-mêmes d'un assureur qui va nous dire « Ah, c'est une bonne idée, alors on en parlera dans le prochain, que la CPS de l'année prochaine. Stop, il y a une bonne idée, on la met en œuvre. » Et donc, sur ce sujet-là, c'est un point important. Avant de répondre aux outils, il y a cette dynamique qu'il faut créer, cette souplesse qu'il faut créer dans le fonctionnement des branches. Alors, continuer à augmenter les cotisations, ou est-ce qu'on voit poindre d'autres types de questions? Les branches commencent à réfléchir aussi sur l'ajustement des garanties. Oui.
qui n'était pas jusque-là, on était plus sur la maîtrise des coûts, mais pas tellement, on ne touchait pas tellement aux garanties. Une fois qu'on a négocié des garanties à un niveau, les ajuster, revenir à la baisse ou en supprimer, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet tabou et on peut en discuter? C'est plus un sujet tabou. Mmh. Parce qu'on est arrivé au bout du levier des cotisations. C'est vrai que les assureurs, spontanément, ils arrivent, ils disent voilà, ça fait plus 5, plus 10, plus 15. Parfois, on dit bon, bah, on va faire 15, comme ça, on sera tranquille 2 ans. Et puis finalement, bah non, parce que ça dérive plus que prévu. Donc en fait, on est toujours en train de courir après l'équilibre. Et il y a un moment où les cotisations continueront probablement encore à augmenter, mais on se dit comment retrouver quelque chose d'un peu plus pérenne. Voilà, pour pas, en termes de valeur ajoutée, discuter en commission paritaire de est-ce qu'on doit augmenter les cotisations de 8 ou 12, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Et c'est pas là où la branche a vraiment la plus forte valeur ajoutée. Donc déjà, le point de départ, c'est avoir des comptes qui reflètent la réalité. On a passé le point juste avant, mais en prévoyance, pour la clôture 2024, la plupart des assureurs ont retenu des taux financiers prudents, en disant j'ai fait des provisions prudentes parce que si jamais les taux rebaissent, il faudra remonter les provisions, ça va générer des yo-yo, c'est pas bon. Ok, mais où on met le niveau de prudence? Quand j'ai 1 million d'euros de prudence dans un compte, j'estime que je dois quand même le savoir et que je peux en tenir compte dans les décisions que je vais prendre en termes de hausse de cotisation, par exemple. Et puis ensuite, on commence quand même à se reposer la question des garanties, en étudiant plus précisément, en se disant où est le besoin médical et est-ce qu'il ne faut pas baisser un forfait qui, au fil du temps, est devenu un peu obsolète, éventuellement pour prendre en charge quelque chose d'autre. Le travail sur les garanties, ce n'est pas forcément pour les baisser, c'est pour qu'elles soient mieux adaptées et peut-être calmer un petit peu la dérive. Il y a des assureurs qui, là, vont prendre en charge certains tests géniques qui permettent de mieux adapter les traitements pour le cancer. Voilà. Donc ça, c'est un investissement à court terme qui, sur le long terme, comme toute prévention, va permettre normalement de limiter un petit peu ça. On a du mal à le faire parce que même au niveau régime de base, la loi de finances de la Sécu, elle est quand même très annualisée et que la prévention, c'est du long terme, mais les branches commencent à se poser et à se dire comment je peux moderniser, on va dire, le régime en traitant la donnée, toujours, on en revient toujours au même, et en construisant des vrais plans de prévention. Voilà. C'est pas, je vais piocher dans un catalogue des choses qui ont bien fonctionné dans la coiffure, mais sauf que moi, je suis dans la boucherie, donc ça n'a pas tout à fait le même rayonnement. Mais c'est un peu ça, hein, on en est un peu là. Hein. Voilà. Et puis en prévoyance, comment je fais? Il y a eu des choses au niveau du régime de base pour inciter les personnes qui sont en invalidité à retravailler. Dans les contrats d'assurance, souvent, on a des assiettes qui sont la rémunération d'avant, éventuellement un peu revalorisée, et puis après, sous déduction du salaire. Ce qui fait que les gens, quand ils travaillent, quand ils ont une augmentation de salaire sur la partie où ils ont maintenu une activité, ça vient réduire leur pension complémentaire. Donc, économiquement, pour le régime, c'est bien, mais est-ce que le régime n'a pas plutôt intérêt à avoir des gens qui continuent à travailler? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut résoudre et qui donne un petit peu une bouffée d'oxygène. Et puis, du coup, on en revient au périmètre de couverture ou de garantie. Quand on parle de nouvelles prises en charge, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu moins de capital d'essai, mais avoir une prise en charge si jamais on a une maladie chronique ou un cancer, Maladie redoutée. Maladie redoutée. Oui. Et tu l'as évoqué, Mylène, la prévention, il y a 3, 4, 5 ans. Là aussi, dans les grandes entreprises, il y a plus d'actions ciblées que dans les branches. Et il y a des choses qui maintenant fonctionnent. Il y a vraiment, encore une fois, la prévention, je veux dire, là aussi, une banalité. Ça ne marche que si l'assureur cible. Voilà, si on va vers les gens. Si on dit aux gens, vous savez, vous avez un truc, ça ne marche pas. Si on cible vers des populations qui sont intéressées, il y a plein d'exemples réussis. Et donc, voilà, comment franchir la marche? Oui, donc effectivement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut ajuster les garanties d'assurance par rapport aux risques qui sont couverts, mais aussi, et c'est sûrement l'outil qui différencie les régimes de branche des dispositifs peut-être d'entreprises ou TPE, PME, enfin, qui n'en ont pas, qui sont
liées à ce que les organismes assureurs leur présentent, mais dans le cadre d'un régime de branche, ce qui différencie vraiment ce dispositif des autres, eh bien, c'est alors ce qu'on appelle aujourd'hui les garanties présentant un degré élevé de solidarité qui doit être financé par 2% des cotisations, mais c'est surtout dedans, pas simplement un catalogue, comme tu le disais, d'orientation variées ou un peu vague sur la prévention ou sur des mesures spécifiques sur la portabilité ou sur autre, mais c'est vraiment ce qui fait la différence des vraies prestations qu'on ajoute à ce régime, qui couvre des risques, mais vraiment des prestations de prévention et qui sont plus personnalisées quand elles sont décidées au niveau de la branche, plus personnalisées au secteur en tant que tel. Et là, c'est vraiment l'outil qui différencie les régimes de branche des autres, quoi, finalement, et qui doit être piloté de la même façon, voilà, de la même façon que les autres, finalement, garantis. Oui, puis tu l'as dit, je pense que, comment dire, TPE, PME, n'oublions pas qu'une branche, c'est quand même beaucoup de petites entreprises. Et donc, déjà, choisissons un assureur qui est présent à minima sur le territoire où il y a des entreprises. Et là aussi, forçons-le un tout petit peu, il a un maillage. Donc, on va nous dire, oui, mais c'est plus difficile d'atteindre les petites entreprises que d'aller sur un site d'une grande usine, d'un grand groupe. Oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Et donc, on fait quoi sur les petites entreprises? Donc, il y a un vrai sujet quand même. On a un bon maillage. On peut aussi on peut se rapprocher d'un paquet de petites entreprises. Je sais qu'on en discute avec certaines branches, je sais que c'est un grand combat. Nous, on y croit. Si on tape pas si on n'approche pas les TPE, PME d'une manière ou d'une autre, ça ne sert à rien donc, dans les branches. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses aussi à inventer et à pousser un peu nos amis assureurs pour proposer, encore une fois, sur une zone géographique, il y a plusieurs TPE, PME. Voilà. Allons les chercher, allons les aider. Ça, c'est le rôle de la branche. Il faut pousser. Sinon, ils n'auront jamais accès à ce genre de garantie ou de prévention ou d'aide dans le DES. Ils auront des sites où il faudra remplir un formulaire. On est tous pareils. Au 3e clic, on arrête. Ouais. Donc, un peu d'action sociale, un peu de machin, ouais, non, et puis des aides individuelles, et puis c'est tout, quoi, en fait. Ouais. Et c'est pas satisfaisant. Alors qu'ils ont des solutions, là aussi, il y a des solutions. Ouais. C'est un problème d'accès, de déploiement, comme on peut en dire, dans les branches. Très bien, autant de sujets avec des axes d'amélioration possibles. On peut voir aussi, peut-être, pour faire le lien avec les salariés expérimentés, peut-être aussi des prestations, des garanties qui peuvent répondre au travail à plus de travail des salariés expérimentés. Pour finir, mais je pense qu'on l'a un petit peu aussi abordé sur l'articulation, la nécessité, étant donné qu'on est en articulation avec la sécurité sociale, l'impact des réformes du régime de base. Est-ce qu'on peut anticiper, d'ailleurs, je ne sais pas, en tant que tel, ou est-ce qu'on subit la soudaineté des décisions prises? Alors, on sait sur les arrêts de travail, d'accord, il y a des recherches, et sur la santé, il y a des recherches d'économie du côté de la sécurité sociale, donc mécaniquement, ça se répercute, tu l'as dit, avec l'étude de l'adresse, sur les complémentaires. Maintenant, sur les autres réformes qu'il a pu y avoir, ou qui sont parfois suspendues, est-ce qu'on a un véritable impact, et notamment la réforme des retraites de 2023, qu'est-ce qu'elle apporte, quel est son impact sur les régimes de prévoyance? Est-ce qu'on a déjà une idée de ces impacts sur le régime de prévoyance et complémentaire santé au niveau des branches? Est-ce que la suspension va faire quelque chose si elle passe? Milense. Oui. La petite nouveauté d'hier, c'est que, alors on dit, est-ce qu'il y a des choses où on peut passer à côté? Non. Quand le projet de loi de finances de la Sécu dit il y aura une contribution de 2,05, et puis hier, elle est passée à 2,25, justement, pour financer, ça fait à peu près 100 millions d'euros de plus, la mesure sur la suspension de la réforme des retraites. Là, peut être une branche ou n'importe quel assureur, à part l'avis défavorable de l'UNOCAM, etc., quand il y a ça dans un texte, on n'a pas de levier. Voilà, donc moi j'avais préparé en disant la suspension de la réforme des retraites, ça n'a pas d'impact sur la santé, la prévoyance, parce que l'impact était déjà limité, dilué jusqu'en 2030. Voilà, en fait, je change. Non. Et peut-être, pas trop aborder, mais peut-être aussi que l'impact de la réforme des retraites a déjà été anticipé par certains dans les tarifs il y en a un an ou deux. Ouais. Donc attention de regarder aussi les hausses qu'on a passées dans le passé, si elles sont remises en cause, discutons-en. Donc encore un sujet à suivre. Mais presque 24 heures, dans les 24 heures, on a des changements. On a eu à quelques heures de décalage, on a des changements ou des annonces, et on verra
On verra ce que ça donne ensuite sur ce pilotage ensuite possible par les branches. Ça ne doit pas empêcher les branches, bien sûr, de se lancer dans la grande aventure de la mise en place des régimes à leur niveau. Et puis de permettre aux entreprises effectivement de répondre à toutes leurs obligations et leurs attentes et revenir à de véritables avantages de protection sociale, mais maîtrisés en tant que tels. Question. Il est donc indispensable pour une branche qui abaisserait l'âge d'accès au CVE au sein d'un accord d'également préciser les missions rattachées au dit contrat. Oui, je reviens sur la question. À partir du moment où une branche déciderait en effet de baisser l'âge d'entrée et d'éligibilité dans le dispositif de 60 à 57, on peut imaginer 58 ou 59, 57 n'est pas une obligation, il y aura en contrepartie à intégrer en effet dans l'accord de branche quelles seraient les missions qui seraient ouvertes pour ce type de contrat. L'objectif n'étant pas d'être un open bar et de permettre à la branche de faire tout et n'importe quoi, mais de bien baliser ce qu'il en est. Alors, d'ailleurs, on ne comprend pas très bien le dispositif. Si la logique est de renforcer, et elle est légitime, l'accès des seniors à l'emploi, pourquoi avoir mis le seuil de 60 légalement pour l'ouvrir par la branche à 57? On aurait pu se dire, la loi l'ouvre tout de suite à 57, quitte après aux branches de l'aménager et d'adapter le dispositif. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a cette double détente, loi 60, mais par accord de branche étendu 57. Donc l'objectif, on est tous d'accord, c'est de permettre au plus grand nombre qui se retrouveraient sans emploi d'y accéder. Donc bien évidemment, l'intérêt de tous, et donc par le truchement des branches, c'est d'ouvrir le dispositif d'éligibilité en abaissant le seuil de 60 à 57. Mais ça implique quelque part de responsabiliser les branches et de les obliger à s'emparer du dispositif, puisqu'on en discutait hier avec Christophe et avec Gilbert. On a un peu trop de tendance dans notre pays à critiquer le législateur, mais en réalité, les partenaires sociaux sont bien contents, et je vise tout le monde en disant ça, à ce que le législateur fasse le travail hors place. Donc, on inverse un peu cette logique. Et là, dans la volonté du législateur, mais des partenaires sociaux aussi eux-mêmes, c'est d'inciter les branches à se saisir du sujet et à ouvrir le bénéfice de ce nouveau CDI à horizon limité. C'est quand même une thématique juridique qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. C'est un nouveau type de contrat, d'ouvrir le dispositif en précisant, et c'est parfaitement logique, à quoi sert-il et pour quel type de mission, sachant que j'évoquais tout à l'heure le fait que au terme de ce contrat, en tout cas de la durée de départ à la retraite à taux plein, le salarié donc peut être mis à la retraite par l'entreprise avec un bénéfice de régime d'exemption sur l'indemnité de mise à la retraite. Donc il est tout à fait normal que dans cette logique, la branche décide ce qu'il en est, sachant que si une entreprise recourait à ce dispositif, mais en ne remplissant pas tous les critères prévus par la loi et par l'accord de branche, attention, j'insiste sur ce point, et la sanction sera lourde, puisque engager un salarié senior dans le cadre de ce dispositif, mais sans en respecter tous les termes, le mettre à la retraite à tort dans le cadre du dispositif dérogatoire, s'analyserait juridiquement en réalité non pas en mise à la retraite dans le cadre du nouveau régime dérogatoire, puisque les conditions en amont ne seraient pas remplies, mais comme un licenciement nul. Puisque à défaut de respecter les conditions en amont, la mise à la retraite ne sera pas validée, puisqu'elle ne remplirait pas les conditions légales. Et s'agissant d'une fausse mise à la retraite, juridiquement, ça s'analyserait en un licenciement sans motif, en tout cas en réalité fondé sur l'âge du salarié. Il y a un licenciement fondé sur l'âge du salarié, c'est imparable. Ça signifie que c'est un licenciement discriminatoire puisque fondé sur une discrimination prohibée en considération de l'âge. Et la sanction de la discrimination prohibée, ce n'est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l'application du barème dit Macron légal que nous connaissons, c'est le licenciement nul. Et donc, nullité du licenciement signifie que le salarié a le choix soit de demander sa réintégration, et c'est ce qui est plus favorable dans un objectif financier, puisque demander sa réintégration après 2 ou 3 années de
de contentieux. Ça lui permet également de bénéficier d'une indemnité d'éviction, c'est-à-dire de demander à son ancien employeur de lui verser tous les salaires qu'il aurait perçus depuis son éviction jusqu'au jour de sa réintégration. Ou alors, s'il ne sollicite pas sa réintégration, ce qui est pourtant son intérêt d'un point de vue effet de levier, c'est solliciter des dommages et intérêts, mais hors barème, donc il n'y aura pas de plafond avec un minimum de 6 mois. Donc faire très attention au dispositif, il faudra que les branches soient très attentives à la rédaction et que les entreprises l'appliquent prudemment pour éviter de se retrouver hors des clous. Sinon, il risque d'avoir un dispositif piégeux pour des entreprises, on parlait tout à l'heure des TPE, mais pas nécessairement des TPE ou plus grandes, qui se précipiteraient sur ce nouveau dispositif sans en appréhender tous les tenants et aboutissants, et qui ferait que, in fine, on se retrouverait sur finalement une sortie qui ne serait pas du tout celle prévue et qui coûterait extrêmement cher aux entreprises. Donc, il faut l'avoir en tête que ce nouveau dispositif peut être vu comme une volonté de mettre en place un nouvel outil. Il est expérimental, hein. Donc pourquoi pas? Et on comprend parfaitement, nous qui sommes des conseillers d'entreprise, que lorsque vous embauchez quelqu'un, avoir 58, 51, 60 ans, on veut connaître son horizon de départ, puisqu'on est dans une démarche aussi de prévention, et puis c'est la dernière ligne droite pour le salarié, lui-même veut être rassuré. Mais attention à ce qu'au niveau des entreprises, les dispositifs mis en amont soient respectés. Donc la branche, elle a tout intérêt à baisser le seuil, mais la loi impose, et c'est de bon augure, de baliser et d'encadrer ce chemin. On les